Bonjour à tous, ou bonsoir plutôt. Donc Marie-Christine Labordette, je suis la présidente de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour un débat assez inédit, qu'on a appelé le monde d'après, qui permet de revenir sur cette situation qui, elle, a été tout autant inédite, puisqu'elle a plongé le monde très rapidement dans un confinement à l'échelle de la planète, et que ce confinement a évidemment entraîné d'énormes questionnements, des questionnements sur la place de la ville, sur la place de la métropole, sur la situation aussi de l'habitat, pendant lequel on s'est rendu compte que finalement certains, comme le disait George Orwell, étaient plus égaux que d'autres dans le confinement, puisqu'ils ne se traduisaient pas de la même manière dans l'expérience qui en était vécue, que ce soit de vivre et de travailler, et aussi de gérer ses enfants, de devenir des enseignants dans des espaces qui n'avaient pas été forcément conçus tout à fait pour ces différents usages. Et donc, on s'est beaucoup interrogé pendant toute cette période sur ce que serait le monde d'après. Serait-il le même qu'aujourd'hui, en mieux, en pire ou différent? Et donc, il nous a semblé important que la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui est aussi le lieu de débat et de réflexion autour de la place de l'architecture dans le monde d'aujourd'hui, autour de la place de l'architecture dans la société, autour du rôle de l'architecture comme art global, art essentiel, valeur fondamentale aussi de nos sociétés, puisque l'architecture construit ce dans quoi nous vivons, ce dans quoi nous avons été confinés, mais pas simplement, ce dans quoi aussi crée les espaces extérieurs et crée les espaces intérieurs. Il nous a semblé donc important d'ouvrir des débats, une série de 3 débats au moins, avant les vacances, sur les architectes face aux défis d'aujourd'hui. Donc un autre débat aura lieu le 2 juillet sur les grands défis, énergie, climat, santé, écologie, et un autre débat le 16 juillet sur la question plus spécifique du logement. Mais il nous a semblé très légitime de célébrer ce premier débat avec celles et ceux, journalistes, qui nous ont accompagnés pendant toute cette période de confinement et de déconfinement, puisque nous vous avons beaucoup lu, mesdames et messieurs. Aussi, vous nous avez aidés à mieux réfléchir, à mieux comprendre les enjeux d'aujourd'hui qui se passaient, ceux de demain, et qu'il nous a semblé que vraiment il était important de pouvoir vous entendre aussi témoigner maintenant des perspectives du monde à construire. Petit sujet, vous avez 1h15, 1h30 pour le faire, c'est facile, c'est simple, mais on y reviendra. Mais en tous les cas, merci d'être là, merci aussi au public présent, dans les règles sanitaires indispensables et évidemment de bon éloignement. Et nous espérons aussi que vous êtes nombreux à nous suivre sur nos réseaux sociaux, et ça sera ici établi et diffusé ensuite sur le site de la Cité. Donc merci pour ce premier débat, merci d'être là tous, et je passe la parole à Francis Rambert qui a à la fois avec moi et ses équipes conçu ces débats et qui va bien sûr animer comme d'habitude brillamment celui-ci. Cher Francis, à toi, on va essayer. Merci à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ici parce que d'habitude on fait des débats critiques. Et ce soir, on va évidemment garder notre posture critique toujours, hein, c'est presque une ligne éditoriale, mais on va essayer de se projeter, c'est-à-dire qu'on ne va pas critiquer des bâtiments comme on le fait d'habitude ou analyser un livre, on va essayer de décrypter ce que vous avez tous capté dans vos interviews, dans vos analyses, dans vos reportages à distance. Parce que la performance, quand même, que je voudrais souligner, parce que c'est la première fois que vous vous êtes trouvé dans cette situation. Alors, il y en a un qui avait tout dit déjà dans le monde, c'était Edgar Morin, enfin tout dit pas avant, tout au début, il avait dit « Attends-toi à l'inattendu ». Il avait dans une tribune que tout le monde a lue, une tribune magnifique d'ailleurs, où il dit que toute crise, pour lui, c'est que celle-là lui donnait presque de la pêche, il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Il notait cette question d'inattendu, et c'est vrai que comme ça nous est tombé dessus, là d'un seul coup, le monde, pour le coup, il a changé, mais très très vite, où il a fallu qu'on se pose des questions. Alors la première chose qu'on a tous vue, c'est que le Covid-19, il a vidé la ville. Je crois que vous serez d'accord pour dire ça. L'espace public était désert, ça a donné lieu d'ailleurs à des images fantastiques. La une du New Yorker, absolument extraordinaire, où il y a juste ce cheval de la police
qui regarde sur le lieu qui est peut-être le plus fréquenté à New York, eh bien, vide. On a les mêmes images sur Paris. Voilà, ça c'est quand même un moment absolument extraordinaire. Aucun avion ne sillonnait le ciel, vous vous en souvenez, aucun bateau ne faisait des remous dans le fleuve, et les canaux de Venise apparaissaient comme figés. Alors Marinetti faisait son manifeste sur le futurisme, il aurait sûrement adoré, lui qui voulait brûler Venise, tout changer. Peut-être que ça lui aurait plu cette situation, mais il ne l'a pas vécu. En fait, le seul trafic, il était sur Internet. Et c'est là que ça devient très très intéressant parce que c'est comme ça qu'on vous a lu, c'est comme ça que vous-même avez travaillé. Alors je dirais que pour le sociologue Jean Viard, qui est beaucoup intervenu sur des plateaux et autres, il a dit ce qui restera, c'est 1929, la Grande Dépression, 2020, le Grand Confinement. Et je trouve que là, il place les choses d'une manière assez exceptionnelle parce que ça nous a tous obligés. Et les Français, qui ne sont pas des spécialistes forcément de l'architecture, ils ont expérimenté leur logement, ils l'ont vu autrement, parce qu'ils y ont vécu tout le temps, là. Et ils devaient faire la classe le matin, pour ceux qui avaient des enfants, et puis ils devaient travailler, faire les calls, et même dans des couples, chacun ses calls, il fallait s'éloigner, certains même trouver les espaces les plus étriqués dans l'appartement pour aller trouver un espace où on pouvait être tranquille pour pouvoir parler, échanger et autres. C'est là où il y a une dimension spatiale. Je trouve que c'est une révolution spatiale à travers le confinement qui a été très intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vais très vite vous passer la parole, mais juste avant ça, je voudrais souligner qu'on était confinés mais connectés. Et c'est là que, d'après un sondage Odoxa, qui a été fait à propos de l'impact du numérique sur la crise sanitaire et le monde d'après, 2/3 des Français, et qui correspond c'est un sondage européen, qui correspond au panel européen, sont convaincus que le confinement n'aurait jamais été réussi s'il n'y avait pas eu les nouvelles technologies. Donc là, il y a quelque chose d'assez intéressant parce que vous êtes tous devenus des adeptes du Zoom, des Teams, et vous aussi, le public qui nous écoutez, vous avez tous fait ça. Et quand je cite ces deux-là, il y a aussi toutes les autres plateformes collaboratives, on a bien vu. Et en fait, ces adeptes, ils se sont comptés par millions. Donc c'est intéressant que télétravail, téléenseignement, télémédecine principalement, mais vous avez tous vu aussi le téléconcert One World Together at Home, qui a été quand même l'un des grands moments dingues. Et on pourrait parler aussi du Getty Museum Challenge, qui a proposé aux gens confinés à parodier artistiquement un chef-d'œuvre qu'ils choisissaient dans les collections. Donc il y a eu quelque chose là, on a inventé un espace et autres. Ça montre bien que la question du logement, elle a été pour moi centrale. Alors la question que je vous poserai maintenant, c'est déjà de dire non pas comment vous avez vécu le confinement personnellement, mais comment vous l'avez vécu dans votre métier et qu'est-ce que vous avez capté. Juste avant ça, je voudrais, Catherine Sabat, en effet, on l'a indiqué comme journaliste aujourd'hui, elle n'écrit plus, mais je sais qu'elle est journaliste dans l'âme. Elle dirige aujourd'hui Idéal, qui est un institut des hautes études pour l'action pour le logement. Vous voyez à quel point elle est au cœur du sujet. Et voilà, donc pour toutes ces raisons, la transition avec son métier d'avant, et donc dans la situation d'après, elle va pouvoir nous parler de ça magnifiquement. On va très vite lui passer la parole. Alors, qui commence sur peut-être Isabelle, une au hasard. Bonsoir. Sur comment j'ai travaillé. Qu'est-ce que tu as capté de tous les architectes, les urbanistes, les maîtres d'ouvrage que tu as pu et que vous avez La première chose quand on est journaliste ou critique d'archi, c'est que quand même le métier, la manière, l'économie du métier, l'écologie du métier, c'est quand même de sortir, d'aller visiter des bâtiments, d'aller éventuellement dans des biennales, de voyager, d'aller voir des choses. Donc là, il était plus question de ça, donc il fallait voir comment faire autrement si on voulait pas. Alors après, on pouvait aussi dans un journal commencer à travailler pour d'autres services, que j'ai un peu fait aussi. D'ailleurs, je me suis retrouvée dans quelque chose de. Enfin, le tout début, il y avait une forme de sidération quand même de qu'est-ce qui nous arrive, vers quoi on va. Ne croyant pas une seconde que ça allait durer 2 semaines, donc c'était qu'est-ce qu'on va faire. Et la première chose que j'ai vue, c'est que j'ai une de mes voisines
qui est une militante féministe colleuse d'affiches anti-féminicide, et qui avait collé les affiches sur la fenêtre de sa chambre. Et du coup, je suis montée la voir, ça m'a intéressée, je me suis dit, tiens, je pourrais écrire un truc là-dessus. J'ai fait une interview sur mon palier pour respecter la distance, etc. Et puis elle m'a donné des numéros de militantes, et j'avais un article sur le militantisme, comment ça se passe quand on peut plus, à un moment où finalement les violences domestiques augmentent et donc finalement leur cause devenait encore plus urgente et brûlante. Et elle, c'était marrant parce qu'elle était graphiste, elle avait toujours été frustrée de pas pouvoir suffisamment s'engager parce qu'elle a une vie de famille, blablabla. Et là, elle a fait quelque chose de très très beau, qui était de faire des affiches virtuelles sur n'importe quel mur parisien et des endroits très spectaculaires. Et ça circulait sur les réseaux sociaux. Il y avait quelque chose, bon, c'est pas tout à fait le sujet, mais enfin, il se trouve que c'est la première chose que j'ai faite, parce qu'il fallait, qu'est-ce qu'on fait? Bon, voilà. Oui. Après, rapidement, j'ai eu l'idée effectivement d'appeler pas mal d'architectes pour savoir comment eux ils allaient s'adapter à cette crise, et donc tout le monde m'a raconté un petit peu le télétravail, avec certains, les plus jeunes finalement, qui arrivaient à prendre ça avec une forme d'enthousiasme. Et donc une sorte et tout le monde était un peu déstabilisé, mais je me souviens très bien de Dimitri Roussel qui je crois j'étais en visio avec, enfin il me montrait sur son WhatsApp qu'il était tout seul dans son agence avec il voyait tous les ordis qui tournaient, parce qu'en fait ils avaient vraiment tout de suite réagi, et chacun était parti avec son poste de travail qui était connecté, enfin moi je sais plus bien, mais du coup ça tous les ordinateurs moulinaient, il y avait un truc un peu futuriste, magique, fantomatique, qui renvoie un petit peu à, moi je sais pas, quand je vois ces images-là dont on s'est complètement hypnotisé et saoulé, et qui était notre réalité, mais qui était une réalité médiatisée quand même, qui était un truc fou, c'était un peu le Truman Show quoi qu'on vivait, et là j'ai même plus l'impression, j'ai l'impression que c'est un rêve en fait, c'est un truc qu'on n'a pas vraiment vécu, enfin il y a quelque chose parce qu'on l'a pas vraiment vécu, enfin on est un peu sortis faire nos courses, du jogging si on pouvait, ou je sais pas, mais en fait, il y a que les photographes finalement qui les ont vécus. C'est une réalité qui est quasi virtuelle. C'est hyper bizarre le rapport qu'on a à ça. Non, enfin, peut-être ça vous fait pas. Je pense que chacun a vécu ça différemment. Il y a quelque chose de. Ah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment les rues étaient vides? Non, enfin bon, il y a un truc un peu comme ça. Bon voilà. Donc j'ai fait quelques enquêtes comme ça. Après, plus tard, j'ai fait des choses sur l'architecture des hôpitaux. Donc toujours à distance, au téléphone. Une enquête, c'est quelque chose qu'on peut réfléchir à voilà, comment est-ce que l'hôpital, quels sont les types d'architecture, qu'est-ce qui pose problème, est-ce que voilà, les problèmes de l'hôpital, les problèmes de moyens, les problèmes de fonctionnement, est-ce qu'il y a forcément une traduction architecturale de ça? Pareil, j'ai fait un truc sur les EHPAD aussi, de la même manière, mais ce que j'ai surtout fait en fait, c'est finalement, c'était de m'échapper de cette réalité. J'ai eu l'idée de faire une série que j'ai appelée Voyage immobile, et qui consistait à appeler des architectes et à leur demander de me parler d'un bâtiment qui les avait bouleversés un peu, une sorte d'épiphanie d'un moment, voilà, d'un bâtiment qui aurait été provoqué chez eux une émotion architecturale, avec l'idée de préférence, même si c'était pas une obligation, mais que ce soit un peu loin, un peu exotique, que ça puisse voilà, faire voyager. Qui faisait sortir de l'appartement, justement. C'est ça. Et eux repartaient en général dans des souvenirs qui remontaient souvent à des très jeunes années, et dans des endroits assez lointains, et c'était tout le monde était content, quoi. Les architectes étaient contents, mais les lecteurs aussi, et il y avait quelque chose de frais, je pense, de pas mal de manières, et notamment d'avoir des architectes qui parlent pas de leur projet à eux, mais qui parlent d'autres architectes, ce qui est pas si fréquent que ça, des exercices d'admiration. Et il y avait quelque chose qui, là, d'un point de vue très personnel pour moi, était extrêmement gratifiant, parce que moi j'avais décidé tout de suite qu'on mettrait ça sur le web pour que ça puisse être, c'était facile à faire. J'appelais, on me parlait, je tapais tout, après je remettais en forme et je balançais. Et donc il y avait une espèce d'efficacité comme ça, et le sentiment de produire quelque chose, et en plus d'avoir des résultats, enfin simplement en termes de gens qui étaient contents, etc. Et en plus les éditeurs étaient super contents, parce que c'était des bâtiments géniaux, et puis et du coup ils me trouvaient des super photos et des vidéos, et donc ça c'était quelque chose qui a été
qui a été un moment et puis il y avait ce truc de parler au téléphone et qui racontait cette espèce de temple en Inde ou de Brasilia. C'était très narratif, très. C'est ça. Donc il y avait quelque chose là aussi de fiction. Voilà, je pense qu'il y avait quelque chose pour moi, il y a quelque chose d'un peu de fiction, presque de science-fiction d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi, c'est des choses dont on pourra reparler après, même sur le logement, mais l'idée d'être confiné comme ça, il y a l'idée d'être confiné un peu, mais bon. C'est un très très gros sujet. Béatrice, alors toi en plus, qui traite beaucoup l'art contemporain parallèlement à l'architecture. S'il y a bien un secteur sinistré, c'est l'art contemporain. On n'est pas obligé d'en parler là, mais c'est juste pour signaler que là, si tu étais au cœur de la détresse, il y avait ça aussi dans des gens qui avaient plus de public, qui avaient plus de. On a bien senti que là, d'un coup, même le terme de galerie, on se demandait s'il allait encore exister dans le monde d'après. Donc j'imagine que spatialement, là encore, il y a un concept qui. Hein. Et puis on a vu cette interview de Dominique Perrault, la grande interview où il annonce précisément qu'on ne peut pas être sur une seule logique, il faut être sur plusieurs logiques à la fois. C'est intéressant cette histoire d'hybridité. Oui, alors en fait moi je suis sur deux secteurs, donc évidemment je suis sur l'art contemporain aussi comme sur l'archi. Mais je dois dire que les premiers mois étaient très difficiles parce qu'en fait je n'ai fait que parler de choses qui s'annulaient. Donc entre les grandes foires, bon, c'était terminé, qui sont quand même des lieux de rencontre. Donc ça, c'est un peu la même problématique aussi que pour les architectes. Donc après, j'ai eu l'annulation de la Biennale de Venise pour les architectes, où j'en ai appelé beaucoup. Tous étaient évidemment très très déçus parce qu'en fait, beaucoup avaient déjà travaillé et notamment là pour le pavillon français, là, Christophe Hutin. Tout était prêt et donc la question était de savoir est-ce que se remettre à l'ouvrage pour dans un an, c'était ma question, est-ce que ça allait donner quelque chose d'encore plus extraordinaire ou donc tous m'ont dit quand même qu'ils allaient revoir leur copie et réintégrer le fait de ce qui s'était passé parce qu'en fait ils avaient travaillé leur sujet avant confinement et là ils étaient tout d'un coup confrontés à des problématiques qui n'étaient plus du tout les mêmes. Donc ils peuvent parfois les croiser parce que tout ce qu'ils défendent, oui, parce qu'on est bien évidemment. Et les autres, la Biennale de Venise était aussi un peu prémonitoire dans le thème, et donc finalement, comme par hasard, finalement, ce sujet correspond bien comme la Biennale de Dominique Perrault sur la ville résiliente. Je pense qu'il y a pensé bien avant le confinement. Donc c'est quand même finalement ce confinement, ça nous a fait voir les choses totalement autrement, voir l'architecture autrement. Mais c'est déjà une tendance qui était ancrée et qui s'est développée depuis plusieurs années. On sait très bien qu'on peut plus faire des logements de la même manière, que les bureaux, on va plus pouvoir les construire non plus de la même manière. Donc tout ça, c'est une réflexion et ce confinement n'a fait que accélérer un processus de réflexion qui était déjà là depuis un certain temps. Oui, d'ailleurs, la Tribune avait titré Coronavirus : changer la ville. Clac. Mais on peut pas changer la ville en 5 minutes. Donc le changement de cette ville, ça fait longtemps qu'on y pense. C'est l'occasion de la changer. Voilà. Donc en fait, c'est ça. Je pense que cette pandémie n'a fait que accélérer en tout cas pour certains des convictions qu'ils avaient depuis longtemps. Après sur le mode de fonctionnement des architectes, il y a des agences d'architecture, c'est très différent. Quand tu vas chez Renzo Piano, où lui tous les matins, quand il est là, il aime avoir toutes ses troupes autour de lui. C'est une espèce de bouillonnement d'idées. Donc lui, je pense, il est très très malheureux parce qu'il voyait plus personne. D'autres qui sont des grands solitaires. Ça les a pas, je pense que Dominique Perrault, ça l'a pas trop dérangé d'être tout seul. Il m'a dit, je venais tous les jours, parce qu'il habite au-dessus de son agence, donc tous les jours, il venait voir ses écrans vides et travailler dans sa grande salle, tout seul. Il m'a dit, tous les jours, j'étais là, 5 heures par jour. Et il a revu ses maquettes, il a refait des tas de trucs, il a pensé à beaucoup de choses. Donc pour lui, ça a été une période, il m'a dit, assez extraordinaire, ce confinement, parce que jamais il aurait eu ce temps à se consacrer, parce que comme on sait, les architectes passent leur vie à voyager. Et là, ils étaient contraints, forcés à réfléchir. Et voilà, donc il fallait mieux être un penseur qu'un actif.
On va parler de la situation des agences parce que on a tous entendu beaucoup de choses là-dessus, sur les projets bloqués, sur les décisions qui ne se prenaient plus et autres. Ça a été quand même assez, non seulement problématique, mais très très anxiogène pour la survie des agences aussi. Philippe. Si tu veux, moi je voudrais pas spécialement parler de mon cas précis, comment je l'ai vécu, tout ça, ça me paraît assez peu important. Il y a autre chose qui me semble plus important à dire. Moi, je trouve que dans tout ce que j'ai lu pendant ces 2 mois, j'ai pas trouvé de choses très intéressantes. En fait, même dans l'article hier de Dominique Perrault, qui est un article intéressant, mais il n'y avait pas grand-chose de nouveau. On connaissait déjà tout ça, et c'est très bien. Et je pense qu'il y a une raison pour ça. Et c'est d'ailleurs le titre même de la réunion de ce soir, porte en soi son paradoxe. Nous ne sommes pas du tout sortis d'affaires. C'est-à-dire que si on était déjà dans l'après, ce serait très bien. Mais nous sommes dedans. Et donc c'est pour ça que c'est si difficile de penser l'après, puisqu'on n'est même pas capable de penser le présent. Il suffit de parler avec des psychiatres. Tous les psychiatres vous diront qu'on n'est pas du tout dans le post-traumatisme. On est en plein dans le traumatisme. Nul ne sait ce qui va se passer. Est-ce qu'on va être confiné ou pas? Nul ne sait ce qui va se passer de la catastrophe économique qui s'annonce. Donc on peut évidemment envisager un certain nombre de conséquences sur l'espace, et ça il faut y penser, il y a toute une liste de choses qu'on abordera évidemment, mais il me semble que fondamentalement il faut comprendre qu'on est ça a été dit d'ailleurs, on est dans un état de stupéfaction, et que pour l'instant c'est extrêmement difficile d'arriver. Alors quand je veux bien entendre Dominique Perrault dire qu'il faut hybrider, maintenant il faut qu'il y ait différents acteurs de la ville qui travaillent ensemble. Formidable, mais comment? Si on veut rentrer dans le concret, il y a que dalle. Et c'est normal, parce que c'est très très difficile. Alors il me semble que par exemple, première chose, moi j'ai envie de parler de choses un peu plus concrètes, si tu veux. Première chose, on dit par exemple que actuellement les entreprises ont décidé en gros de réduire de 30% leur surface de bureau. En gros, c'est à peu près ce qui va se passer. Je sais que par exemple les Échos ont décidé de supprimer 2 étages. C'est un exemple dans la presse, mais il y en a partout. Si on considère, on considère qu'un poste de travail à l'année, c'est entre 5 000 et 18 000 euros de frais fixes pour une entreprise. À chaque fois qu'ils vont supprimer des postes, on voit très bien ce que ça peut entraîner. Ceci veut dire quoi? Veut dire aussi que peut-être il y a dans l'hypothèse du manque de logement le fait qu'on va peut-être trouver dans les bureaux de quoi aménager ces bureaux en logement. Et alors, je voudrais tout de suite dire une chose, c'est que ce matin, je suis passé voir quelqu'un qu'on aime bien quand même temps, je sais qu'il exaspère un peu tout le monde, Umberto Napolitano de l'ANE. Mais c'était très intéressant quand même ce qu'il m'a dit, parce qu'il m'a dit que dans le laboratoire de recherche qu'ils ont monté, ils travaillent entre autres sur une chose qui est les termes qu'on emploie pour désigner les nouvelles formes d'espace qui pourraient advenir. Et on les a pas. Si on veut, on n'arrête pas de nous parler d'hybridation, de lieux qui seraient hybridés. Alors on n'arrête pas de nous dire que dans des espaces mixtes, par exemple, il faudrait qu'il y ait du logement et des bureaux. Mais aujourd'hui, avec le télétravail, on s'aperçoit que c'est plus ça le problème. Le problème, c'est peut-être un logement-bureau. Et comment on l'appelle? Donc voilà, ça je trouve que c'est des questions intéressantes. Est-ce que de cette crise va sortir toute une nouvelle typologie d'espace qu'il faudra arriver à définir? Ça c'est intéressant. Bon alors il y a cette question du logement, la question du bureau. On est tous d'accord pour dire qu'on a compris qu'il fallait que les logements soient plus grands, qu'ils aient tous des ouvrants, qu'ils aient des balcons, des choses comme ça. On a bien compris que la question sociale elle était cruciale. Et c'est aussi ça le problème, c'est que on demande aux architectes de répondre à tout. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'à la fois ils aient une réponse politique, esthétique, spatiale, sociale. C'est beaucoup demandé, quoi. Voilà. Donc je veux juste commencer par c'est bien, c'est bien. On va revenir parce que là il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées. Sur le logement, peut-être que là déjà rebondir. Oui. Ben alors, donc moi je suis plus journaliste, mais j'ai été observatrice et j'ai quand même parlé à pas mal de gens. Et j'ai fait un sondage, j'ai lancé un sondage le 25 mars sur le vécu du logement en confinement. Donc ça s'appelle Aux confins du logement. Et à la fin, on a eu 8000 réponses et qu'on a analysées. Et les réponses qui sortent de ça donnent quand même des indications assez précises sur ce dont les gens ont manqué, ce qu'ils aimeraient, et donc en creux, ce qu'ils n'ont pas. Et le logement, c'est exactement ce que tu disais, c'est de la place, de la lumière et un accès à l'extérieur. Et finalement, c'est 3 choses qui ressortent de n'importe quelle porte qu'on ouvre dans le logement, c'est-à-dire on rentre par la famille, on rentre par le travail, on rentre par la classe sociale, on rentre par le confort ou la qualité de vie.
Et ces trois choses-là, ces trois besoins ressortent. Et donc ça veut dire que ces trois besoins ne sont pas satisfaits dans la production de logements actuels, et on en déduit des choses qu'il faudrait faire. Donc quand tu dis les architectes doivent être responsables de tout, non, pas du tout. C'est-à-dire que il y a les promoteurs, il y a les collectivités, il y a les aménageurs qui ont une responsabilité extrêmement forte dans ce qui est produit aujourd'hui. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que la production de logements depuis 30, 40 ans, alors évidemment on va trouver des projets géniaux, mais si je parle de la masse qui est produite, c'est un produit standardisé qui ne se préoccupe jamais de la demande. Et là, finalement, ce sondage qui n'est que 8000 réponses avec un échantillon pas hyper scientifique, mais c'est toujours ça, c'est un renseignement sur la demande et sur ce que les gens souhaiteraient avoir. Et finalement, ces trois choses, espace, lumière, accès à l'extérieur, c'est tellement simple, ça paraît tellement légitime qu'on se dit, mais finalement, ça devrait être hyper simple d'y répondre. La taille des logements, pareil, c'est... Pourquoi on fait des logements plus petits depuis 40 ans? Parce qu'on nous dit, on dit, il faut faire 500 000 logements. S'ils sont plus petits, on en fait plus, ok. Il y a des mécanismes économiques et des mécanismes juridiques qui expliquent extrêmement bien pourquoi les choses se font comme ça. Donc aujourd'hui, il y a moyen de faire autrement, et d'ailleurs, il y a des collectivités qui font autrement. Il y a des actes dans lesquels il y a des cahiers de prescription architecturale extrêmement précis, extrêmement rigoureux, qui demandent que les logements soient doublement orientés, qui demandent des surfaces minimums, qui demandent des espaces extérieurs, y compris pour les T1 et les T2, et pas uniquement quand il y a une grande surface. Donc ça existe, donc juridiquement c'est possible, et même économiquement c'est possible, puisque ça veut dire qu'il y a des promoteurs, ils râlent un peu, hein. Il y avait eu une bronca au moment où Nanterre avait fait sa charte promoteur, ils avaient tous signé comme un seul homme une tribune en disant on va les dénoncer, puis en même temps ils avaient tous signé la charte, et finalement ils les vendent leurs logements. Donc une volonté politique forte, bien exprimée, bien calibrée, ça peut faire changer les choses. Et on n'est pas dans le monde d'après, parce que ces exigences légitimes, elles datent d'il y a bien longtemps en fait aussi. Et tout ça, on le sait finalement. Alors effectivement, le Covid a été un révélateur. Et moi, le truc dont je me suis aperçue très tard, c'est que on parlait de co-construction, de co-conception, de co-living, de co-working, etc. Le Covid, ça veut dire vide ensemble. Et je trouve que ce nom est quand même incroyablement adapté ou inadapté à l'époque. Voilà. Sur la question du logement, Jean Nouvel est intervenu plusieurs fois, Radio, France Info et tout, et dans Paris Match, je crois que c'est là qu'il dit qu'en fait, on voit toujours le logement en termes de surface, alors qu'il faudrait le faire en termes de budget, et s'appuyant évidemment sur son aventure formidable et démontrée à Nemosus. Oui, on peut discuter ensuite des choses, mais à cette époque-là, c'était vraiment quelque chose de manifeste sur la question du logement. On pouvait faire autrement. Donc, mais on aura ce débat sur notre débat spécial logement. On ira beaucoup plus en profondeur, juste pour finir, effectivement, sur la surface. Mais c'est un sujet. En 96, il y a une loi qui oblige, la loi Carrez, qui oblige de faire un métré et de définir exactement la surface qu'on vend. Ça a défini un étalon du mètre carré qui a été, par la suite, l'étalon prix. Donc on ne parle plus que de prix au mètre carré. Il y a peut-être moyen de faire autrement. On peut parler de qualité de logement par l'espace, par les volumes, par la lumière, et pas forcément par le nombre de mètres carrés. Donc ça, tu le rejoins bien là-dessus. On parle pas de Nemosus, mais si tu veux, on en parle. Mais... Non, mais bon, je sais pas. Moi, comment j'ai vécu personnel. Contrairement à Isabelle, au Monde, qui est un quotidien, nous un mensuel. Et donc nous, en fait, ça n'a pas changé grand-chose. On a continué à sortir, à imprimer le magazine. C'était plus difficile, mais bon. On a réussi à le sortir. La seule difficulté pour nous, c'est d'aller visiter les bâtiments. Mais comme on est un mensuel, donc on prépare longtemps à l'avance. Donc on avait suffisamment de visités de bâtiments pour pouvoir le faire. Donc là, on a très vite fait le lien. Maintenant, on sort, on revisite. Et en fait, ça n'a pas changé grand-chose. Et il y a même des gens qui étaient bien contents de lire un vrai journal, parce que nous, c'est plutôt des abonnés, ils en avaient marre d'être sur des écrans, Zoom, Internet, etc. Donc ils étaient bien contents de lire un journal. Bon. Après, puisque finalement chacun a un peu commencé le débat, moi je pense que cette crise ne va pas changer grand-chose. Je pense que ça a été un grand moment de narcissisme où chacun a pu dire, voyez, je vous l'avais dit, et puis ce que je vous ai dit depuis toujours, maintenant c'est encore plus vrai.
Voilà, c'était un peu insupportable, c'est-à-dire que finalement, tout le monde avait raison sur ce qu'il disait avant. Effectivement, quand il y a une crise, on voudrait que le monde soit meilleur, et donc chacun y allait de son petit truc qu'il défend depuis des années, etc. Bon, c'est pas, ils ont raison, mais par exemple, moi, quand on dit, excuse-moi, mais faire un sondage pour que les gens disent qu'il faut des logements plus grands, oui, mais quand on pose une question, enfin, personne va dire oui, alors on trouve que les logements sont trop grands. Bah non. Non, mais il y a des gens qui disent qu'ils sont bien chez eux, puis il y a des gens qui disent qu'ils sont mal chez eux parce que c'est trop petit. Ah oui, mais parce qu'il y a toujours des gens qui vivent dans la misère, c'est trop petit, c'est une évidence, quoi. Donc, je pense que. Mais si c'était tellement évident, on ferait des logements plus grands en même temps. Mais non, parce que ça coûte cher. Mais si les alors, gens. Par contre, ce qui était juste, c'est quand tu parlais de, par exemple, c'est parler en termes de volume et non plus en termes de surface. Ça, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que le volume est important et dans ce que tu soulignes, enfin, tu évoquais et qui est important, c'est-à-dire qu'effectivement, on a tendance à calculer le logement uniquement dans des termes administratifs, économiques, qui finissent par standardiser les choses et avec les mêmes budgets, on peut faire autrement. Ce que tu as dit, je crois, ça c'est vrai. Mais c'est pas la crise du Covid qui va changer grand-chose. Les gens, ils ont. Moi, je pense que ça va rien changer du tout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. Ça peut être l'attitude des bailleurs aussi qui peuvent changer par rapport à ça. C'est-à-dire justement changer de logiciel par rapport à ça, ne prendre que la question de la surface. Ça va pas tout changer, mais par exemple, le balcon va devenir un argument marketing formidable pour les promoteurs. Oui, mais il y en a pas partout. Ouais, mais il y en aura pas forcément partout. À la radio sur. Il y en a pas partout. Je me suis acheté un balcon. Mais le problème, c'est surtout que tout se vend. Enfin, c'est quand même un problème énorme. Enfin, nous, avec Emmanuel, on a tout à l'heure visité deux bâtiments dans le nouveau quartier là de la Porte de la Chapelle. Et oui, on était ensemble quand on était dans un des immeubles de logement de MOA, c'est ça? Oui, c'était l'agence MOA. Et donc l'architecte nous montrait les dessins sur lesquels ils ont gagné le concours c'était un T4 enfin ça devait pas être un T4 en fait, c'était un appartement de 74 mètres carrés et donc il avait fait un espèce de très bel espace de pièces communes extrêmement justement modulable, très post-Covid on pourrait imaginer, dans lequel tu peux réorganiser de plein de façons ta vie toutes les semaines, changer un peu le mobilier là, et l'investisseur, enfin oui c'était un investisseur, hein, c'est ça qui va louer les logements. Next City? Je crois, ouais. Je suis pas sûre. Enfin, je sais pas, peut-être. Bon, bref. A imposé une cloison pour avoir 4 pièces. Et donc, voilà, l'architecte, enfin, c'est quand même triste à pleurer, quoi. C'est le même bien, etc. Et tout d'un coup, ça ressemble à rien, quoi. Je pense que ça souligne, mais ça, c'est un mouvement de fond. Et à vivre, c'est pas. Enfin, voilà. Et personne peut le forcer, même une volonté. Pardon, mais je vois pas quelle volonté politique peut obliger un investisseur privé à céder à la demande, au désir, un désir, je sais pas, de bien-être, dès lors que lui, il est sur un marché, il va vendre son truc. C'est vrai que tout se vend et c'est le drame, mais s'il y avait des aménageurs hyper qui tenaient bien leurs actes et qui tenaient bien leurs prescriptions, etc., des architectes il y en a un qui se battent, il y en a qui Il y a des exemples, arrivent. on en parlait autour de ces tables à Pantin, par exemple, récemment, avec des choses assez exemplaires. Donc, mais ça existe. Ce qui était intéressant, c'est que dans le logement qu'on avait visité, la cloison qui a été imposée, on peut la retirer. Et je pense que c'est pas le Covid qui a amené ça, mais qui l'accélère, comme tu disais. C'est que ce qui est important aujourd'hui, et ce qui est, à mon avis, le développement durable, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que quand les bâtiments ne seront plus adaptés aux usages, peut-être les chambres sont trop petites, etc., on pourra les réaménager sans tout casser. Ça, c'est très très important. C'est aussi ce que disent l'agence Brunet-Saunier sur les hôpitaux. Ils disent maintenant, on a réduit, si on avait des halls un peu plus grands, mais qu'on pouvait prévoir dans des cas de crise de les aménager autrement, ça, ce serait important. Donc, c'est vraiment la flexibilité, c'est très très important. Et les bâtiments qu'on a visités cet après-midi, mais à Pantin, l'agence CAB qui a fait des logements aussi sur le canal, c'est des structures poteau-poutre. Donc, poteau-poutre, ça veut dire qu'entre, on peut mettre des cloisons, les retirer, etc. Et je pense que ce que ça a montré, c'est que c'est la flexibilité qui est importante aujourd'hui, mais c'est quelque chose dont les architectes parlent depuis 30 ans, alors ça va sans doute l'accélérer.
Non, mais tu as raison, flexibilité, réversibilité, c'est vraiment, même il y a une accélération, il y a même une demande très forte là, sur ces sujets-là. Alors justement, Béatrice, est-ce que tu penses que, vu les derniers maîtres d'ouvrage, notamment privés, que tu as pu voir, là, ils sont prêts à accélérer la transformation de bureaux en logement, parce que ça aussi, c'est pas nouveau, mais sauf que, est-ce que, déjà, vous pensez que le télétravail va libérer des espaces dans les entreprises? Et donc libérer de la place pour faire autre chose. Alors, contrairement à ce que je pensais, effectivement, il va y avoir des bâtiments entiers dont il va falloir les réaménager. Donc moi, je pensais que ça allait être la faillite des bureaux, qu'il n'y avait plus de commandes, plus rien du tout. Et sauf que là, je suis allée chez Woodéum la semaine dernière, où ils font, tu sais, ce grand projet d'Arboretum qui va être un campus. Là, ils ont levé 650 à Nanterre. Ils ont levé quand même 650 millions d'euros pour ce 220 en privé et 450 avec des investisseurs de toutes parts. Et en fait, c'est un peu la révolution la révolution du bureau. Et eux disent que on pourra en parler plus longuement là de l'Arboretum, parce que c'est vraiment le bureau à l'envers, c'est-à-dire qu'on met plus d'abord il y a le bois, enfin le matériau principal c'est le bois, parce qu'ils ont fait toute une étude sur avec des biologistes, avec des médecins, avec des psychologues pour savoir quel était l'impact. Donc à l'issue d'une étude qui a duré à peu près 6 mois, ils sont aperçus toutes les vertus de savoir si on construisait en béton, si on construisait comme ça. Ils ont réussi à faire quand même des statistiques intéressantes que j'ai pas tout épluché parce que j'ai un dossier comme ça. Donc voilà, mais en fait, ça va être, quand je disais le bureau à l'envers, c'est que finalement, avant, tu mettais ta cafétéria au sous-sol, tes salles de réunion, donc ça va être entièrement inversé. Les salles, alors, ils sont obligés d'intégrer le facteur Covid maintenant dans toutes les entreprises, c'est ce qu'ils disent maintenant, même si ça ne reviendra pas, et c'est une réglementation maintenant qu'ils sont obligés de suivre. Mais par exemple, là, ce qui est dingue, c'est qu'ils ont remis j'ai vu quelques plans, ils ont remis des escaliers énormes dans les espaces parce qu'on ne prendra plus peut-être l'ascenseur. Les salles de réunion qui étaient sinistres, elles sont en plein milieu du bâtiment. Donc tous les espaces de réunion des gens, c'est les espaces les plus agréables à vivre. Et puis effectivement, des espaces de bureaux partagés qui ne seront pas utilisés tout le temps. Donc en fait, du fait que ces bureaux ne sont pas utilisés en permanence, fait que ça libère un espace complètement dingue pour l'espace à vivre. Donc c'est un espace à vivre dans le bureau, chose qu'on a totalement oubliée, puisqu'on moi je suis dans un journal où je suis quand même dans une cage à poules, donc j'ai 3 mètres carrés, je crois que c'est 3 mètres carrés la norme, donc maintenant j'ai plus que 3 mètres carrés. Donc avant j'avais 15 mètres carrés, j'ai passé de 40 mètres carrés à 15 mètres carrés, avec une terrasse sublime d'ailleurs à l'époque, et maintenant je dois avoir 3 mètres carrés. Donc en fait, les gens veulent plus. Ils préfèrent venir un jour sur 2 au bureau. Donc ce serait un retour à quelques années en arrière. Finalement. C'est un retour. C'est-à-dire, c'est exactement ça. Moi, j'ai heureusement qu'ils me l'ont dit pour que je puisse le croire, parce que j'ai vu des plans avec des salles de réunion absolument sublimes, des cafettes, enfin un endroit où tu peux déjeuner avec beaucoup de lumière, introduction vraiment beaucoup de le bois, parce que c'est un matériau dans lequel, par exemple, si tu travailles, tu es beaucoup plus productif, beaucoup moins stressé. Ça, ils ont fait toute une étude. Et puis, beaucoup de lumière et tout ça. Donc, cet endroit, ça va être prêt pour 2022. Et ça a l'air d'être un truc complètement dément. Mais c'est un peu ça préfigure peut-être les nouveaux bureaux. Et donc, vous pensez, vous, que les choses vont évoluer, justement, qu'il va y avoir de l'espace libre remis sur le marché, si je veux dire? Moi, j'aurais envie, je réponds pas directement, mais j'ai quand même une sorte d'embryon de réflexion sur ça. Je pense que c'est une certitude que les espaces de bureau vont diminuer. Je pense que c'était déjà une tendance et que là, les entreprises s'emparent de cette crise. Et puis d'ailleurs, je pense qu'il y a aussi peut-être un désir, mais il faut déjà, ça, je pense que Catherine, tu dois être un peu sur la question, mais il faut déjà que c'est bien gentil le télétravail, mais il faut quand même voir comment tous les appartements sont pas adaptés. Il y a des questions de matériel. Il y a des gens qui peuvent très bien télétravailler chez eux. Moi, je suis un peu comme Béatrice. J'ai tendance à beaucoup travailler de chez moi pour un peu les mêmes raisons. Mais est-ce que c'est un idéal? Est-ce que c'est une panacée? Je veux dire, voilà. Là aussi, de la même manière que devant le logement, je pense que tout le monde
n'est pas égal devant le télétravail, au contraire. Et par ailleurs, ça pose aussi une question philosophique, enfin beaucoup plus profonde, qui est celle de la séparation de l'espace public et de l'espace et de la sphère privée, qui est, enfin c'est ce que j'allais commencer à dire à la fin de ma première intervention, qui est quand même, qu'est-ce qui s'est passé s'il s'est passé une chose pendant le confinement, c'est un repli sur la sphère intime, sur la sphère familiale, une désociabilisation et l'idée comme ça de cette espèce finalement de continuation du confinement par le télétravail, c'est aller vers ça, c'est aller vers moins de rencontres, moins de sorties, faire plus à la maison. Et il y a quelque chose d'un petit peu qui mérite en tout cas d'être vraiment interrogé et peut-être pas de s'y jeter en tout cas à corps perdu et avec un sourire béat. Social, en fait. Mais complètement. Et il y a eu, pour prendre une philosophe très héritière, enfin un philosophe très héritier de Foucault et qui est très assez radical, mais Paul Preciado a fait un texte là-dessus dans Mediapart sur le devenir un peu téléconsommateur, téléproducteur, un peu les humains de Wall-E, quoi, qui bougent plus de chez eux, qui sont gavés avec plus aucun esprit critique, plus le droit d'aller manifester. Enfin, quand même, hein, ce qui se passe s'accompagne aussi d'une surveillance accrue jusque dans les logements, avec on a lu des trucs sur les entreprises qui mettaient en place des logiciels pour contrôler les mouvements de souris de leurs salariés qui travaillent à distance. Donc quand la souris bouge, ça veut dire que tu travailles. Enfin bon, voilà. Ça existait, hein. Non mais c'est moi on m'a pas contrôlé, on contrôle pas ma souris pour l'instant, mais Non, mais il n'est pas question de désociabiliser les gens parce que, par exemple, une société, des grandes banques ou des sociétés, par exemple, comme la BPCE, leur idée, si tu veux, c'est que, en fait, bon, ils vont effectivement supprimer un tiers, ça je le sais parce que j'ai rencontré son président, ils vont supprimer un tiers des bureaux, mais il n'est pas question de désociabiliser les gens parce qu'en fait, ils ont beaucoup de gens qui habitent en petite couronne, donc avec le Grand Paris. Donc c'est un peu leur projection. Donc ils vont forcément, le but est aussi de créer des espaces de coworking, de réunir les gens qui travaillent. Donc évidemment, on va être beaucoup plus, je pense que ça c'est une tendance, on va être sectorisé un peu par quartier, par département. Et donc l'idée, ce serait de mettre des espaces de bureaux très agréables pour faire travailler tous les gens qui travaillent dans le 92, 91, d'autant que de toute façon le train, tu peux très bien revenir à Paris. Il y a la question des transports aussi, qui va quand même, on espère, s'améliorer, et faire revenir les gens au siège qu'une fois par semaine. Mais les gens continueront quand même à travailler ensemble. Donc ça, je trouve que c'est quand même une réflexion intéressante, parce que les gens gagnent du temps. Tu continues quand même à aller voir les gens de ton environnement qui travaillent dans la même boîte que toi, mais tu restes et tu reviens au siège de ta société qu'une fois par semaine pour des réunions. Et ce que tu dis veut dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'une personne, un bureau. Ben non, il n'y a plus besoin d'une personne, un bureau. Du terme. Et donc forcément, ça va. C'est des expériences qui vont tenter, qu'il y en aura peut-être qui vont pas aboutir, mais c'est quand même une tendance. Chez Natexis, ils vont faire ça aussi. Mon journal veut le faire aussi. Donc voilà. C'est un peu théorique comme modèle parce que déjà, ça a déjà été essayé. Ça fait genre 10 ans. Moi, je me souviens, j'ai participé à une expo à l'Arsenal en 2012 qui s'appelait Working Progress et qui était sur les bureaux. Ouais. Et c'était exactement les tendances qu'il y avait. C'est-à-dire, on arrête de mettre les cantines au sous-sol, on met les RIE à la place des bureaux des patrons et tout ça, ça n'a pas super marché non plus. Après, c'est développé le flex office, donc moins de postes de travail que de gens qui travaillent. By the way, Arthur Andersen l'avait fait en 96 sur les champs dans l'immeuble de Vuitton. Et alors là, ils étaient trop pionniers, ça n'avait pas marché. Donc tout ça s'est installé progressivement. Mais là, la raison pour laquelle ça s'est installé, c'était aussi parce que les entreprises faisaient des économies en réduisant leur surface de bureau. Alors aujourd'hui, il faut rendre le cadre agréable. Là, le but est quand même de faire un espace. Oui, mais tous les espaces de coworking qu'on connaît, ils sont abominables à pratiquer. Mais les espaces de coworking, surtout, ils sont dans les quartiers d'affaires. C'est-à-dire que il y a une boîte qui s'appelle Next City qui a développé à un moment un centre de coworking
qu'elle a mis au bout des lignes RER dans différentes banlieues. Ça n'a pas du tout marché. Et finalement, Bouygues a fait la même chose, Gessina a fait la même chose, etc. Ils les ont mis où? À la Défense, dans le Marais, plutôt d'ailleurs vers Opéra, etc., dans des quartiers d'affaires où il y avait déjà toutes les entreprises. Donc il y a une concentration qui fonctionne comme ça. Et l'idée de faire des satellites en bout de ligne, qui est vraiment intéressante. Enfin, tout le monde se dit, bah oui, je vais aller bosser là et ça va être bien. Ça marche pas. IBM avait essayé de le faire il y a 20 ans. Mais est-ce que les gens avaient été la mentalité a un peu avancé. Évidemment, ça a changé. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience. Peut-être qu'on n'avait pas du tout envie de travailler comme ça. Mais c'est pas évident, quoi. C'est pas mais évident. Maintenant, on va être obligé de se résoudre à travailler comme ça. Oui, il me semble que cette crainte qu'on ait d'une espèce de repli sur soi, d'extrême atomisation des êtres humains les uns vis-à-vis des autres. D'abord, c'est la conséquence évidente de la prise de conscience d'un risque. Le risque n'est plus le même. On était très dans l'idée du risque de l'attentat, de la couche d'ozone. Puis d'un seul coup, on s'aperçoit que le risque, c'est le voisin. Donc là, c'est vraiment, il y a un phénomène paranoïaque qui est évident. Mais il faut dire aussi qu'on paye là une politique ou même une idéologie qui est là depuis longtemps. Le locavore, la honte de prendre l'avion, même le programme d'Hidalgo, tout à 15 minutes autour de chez soi. Tout ça, c'est des programmes ou une pensée qui vise à réduire le monde. Donc on peut très bien estimer que, dans un certain sens, le travail des architectes, ce serait de lutter contre ça, précisément. Plutôt que d'aller dans le sens de se dire oui, maintenant les gens vont faire du télétravail, on va être les uns chez soi, une fois par semaine on ira au bureau, etc. Peut-être qu'il faut vraiment réfléchir à autre chose pour justement échapper à cette conjonction. Dans un certain sens, que je peux pas m'empêcher de considérer que c'est une conjonction d'idéologies de type populiste qui reviennent certaines d'ailleurs avec de très bonnes raisons. J'ai rien contre le Cavor et je suis pas du tout sûr que ce soit une bonne idée de prendre sans arrêt l'avion. Nonobstant, on s'aperçoit que c'est des discours extraordinairement rigides et très inquiétants. Et d'ailleurs, il faut aussi, par exemple, se poser la question maintenant, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une biennale ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas? Est-ce que d'ailleurs on n'en avait pas tous ras-le-bol de ces biennales? Faut quand même se poser la question. Mais c'est vrai. De même qu'on peut avoir une espèce d'overdose des grandes foires d'art contemporain qui ont uniformisé le monde, où on pouvait trouver les mêmes choses au Kazakhstan ou à Miami. Bon, ça c'est insupportable. Donc il y a tout ça. Mais alors, il me semble que quand même, pour essayer de revenir aussi sur des points un peu précis. Moi, je crois tout à fait, c'est incontestable, il me semble que l'idée d'une architecture qui serait évolutive, transformable, ça me paraît aller de soi. Le danger, c'est de retomber dans une architecture absolument générique, qu'elle ait le moins d'aspérité possible pour justement être. Donc ça c'est un problème. Comment arriver à faire une architecture qui a encore du corps, qui a encore un esprit et qui soit potentiellement modulable, transformable. Il me semble que l'architecture éphémère devrait avoir quand même des beaux jours devant elle. C'est-à-dire, on a vu par exemple quand il a fallu construire un hôpital de campagne. Peut-être que demain on sera appelé à faire plus de choses comme ça, à réagir plus vite. Quand on a des demandes, ça c'est possible. Il me semble aussi que c'est évident que la question de l'espace privé, on se pose des questions sur le mitage de l'espace privé par le monde du travail. C'est évidemment une grave question. Je suis bien d'accord là-dessus. Y compris d'ailleurs dans toutes les dérives dont tu parles, le contrôle de la souris, etc. Enfin, tous les gens qui se plaignent du fait qu'on contrôle leur souris, ils foutent leurs photos sur Instagram du matin au soir. Beaucoup quand même. Et j'en suis, hein. Mais et beaucoup de gens qui étaient affolés par l'application sur le Covid, eux-mêmes filent à Amazon, à Facebook et à Instagram leurs photos de famille depuis. Voilà. Donc de ce côté-là, tout ça est assez risible. Mais il me semble quand même que cette question, par exemple, que dans tous les lieux, il faille maintenant une porte d'entrée, une porte de sortie, que les gens ne doivent pas se croiser. Très compliqué. On a bien compris d'ailleurs, tout le monde le dit, y compris dans l'excellent journal dans lequel tu travailles, où tout le monde en a vraiment ras-le-bol des conférences par Zoom, etc. Enfin, c'est vraiment, tout le monde est épuisé. Tout le monde sait bien que les conférences, les visioconférences, c'est très bien pour régler les problèmes courants, mais que pour tout ce qui est de l'invention,
bah, il faut quand même se croiser dans le couloir. Et ça, en Paris, on n'a plus le droit. Donc ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est compliqué. Est-ce que aussi... Si ça y est, on a le droit, là, à nouveau. Oui, maintenant, oui. Mais c'est récent. Mais le problème des places publiques, par exemple, on a vanté, par exemple, c'est formidable. Là, il y a une accélération formidable de l'époque. Il y a encore 3 ans, 4 ans, on vantait l'espace, la place comme le lieu de la révolution. C'est extraordinaire. La place Tahir, la place machin, la place truc. D'un seul coup, faut surtout pas se frotter à l'autre sur une place. Faut que tout le monde. C'est très complexe. Ça pose des questions philosophiques. Je suis d'accord. À la fête de la musique, ils ont. Oui, alors quand même. Oui, absolument. C'est pour ça qu'on est encore dedans. Enfin voilà. Bon, je sais pas. Il y a des tas de questions comme ça qui sont soulevées. J'ai pas de réponse. Moi, je suis pas sûr qu'on puisse dire que réversibilité égale générique. Je comprends bien. Ah oui, c'est une question. Parce que, précisément, ça, c'est un risque. C'est un risque, mais c'est pas forcément. Oui, voilà. Non, j'espère que non. Je pense qu'il y a beaucoup de projets qui prouvent le contraire. Oui. Que l'intelligence constructive, la structure, justement, on parlait des trams et autres, donne lieu à justement, multi-possibilités d'usage. Donc, et plus là, c'est la question de l'usage, là, qui est posée à travers tout ça. Ce que tu dis. Mais quand tu critiques certains programmes, et on va pas rentrer là-dedans, mais je veux dire, en même temps, il y a une aspiration des Français aussi à être proches de leur lieu de travail, au sens que le logement soit pas, qu'ils mettent pas 1h30 pour rentrer chez toi. C'est aussi la question que tu soulèves. Le maillage du territoire. Mais c'est la question des transports. Tu l'as évoqué, mais c'est la question des transports qui est la clé de tout. Parce qu'on sait bien qu'il y a énormément de gens qui ne veulent pas retourner dans leur bureau parce qu'ils veulent pas prendre les transports en commun. Ils seraient ravis de retourner dans leur bureau. Mais ils veulent pas y aller. C'est pas une question de transport, c'est une question de distance. Oui, enfin, non, ils ont peur aussi des transports en commun. Oui, mais s'ils pouvaient y aller à pied, ils iraient. Bien sûr. Oui, on est d'accord. Moi, j'aimerais revenir au mot que tu as cité pour ouvrir ce débat, c'est le mot d'inattendu. Et il y a une chose finalement auquel les architectes pensent pas vraiment en premier lieu, c'est justement l'inattendu. Et l'espace, ça doit être justement le lieu qui suscite de l'inattendu. C'est-à-dire que l'espace hyper-fonctionnaliste ne suscite pas d'inattendu, chacun est à sa place, etc. Et je pense que le grand danger du télétravail, du Zoom, etc., c'est-à-dire qu'on va juste à l'essentiel, c'est hyper-fonctionnaliste, mais il n'y a plus d'inattendu. Et on le sait tous, particulièrement dans nos métiers de journalistes, c'est que les informations qu'on obtient, c'est jamais celle qu'on cherchait. C'est toujours, on la trouve par hasard. On va à un endroit qui n'est pas spécialement intéressant, mais on y va parce qu'on veut rencontrer machin ou pour faire plaisir à quelqu'un, et on rencontre quelqu'un d'autre. Et ça, c'est l'inattendu. Et dans une réunion, c'est l'inattendu, etc. Et je pense que l'architecture, pour ça, c'est quelque chose d'assez ineffable, mais elle doit créer quelque chose qui est de cet ordre-là. Elle doit susciter l'inattendu. Et donc, cet inattendu, elle passe par évidemment des dispositifs spatiaux, sans doute aussi par un peu plus de surface, c'est-à-dire qu'effectivement, dans un espace qui est un peu plus grand que ce qui est nécessaire, ça donne lieu à des dispositifs différents, ça donne lieu à des types de rencontres différents. Et je pense que ce soit dans le travail, tout ça, l'inattendu, c'est quelque chose d'important. Je dis ça pour revenir un peu sur les questions des fondements de l'architecture. Oui, mais moi je suis bien d'accord avec toi. C'est assez drôle que tu fasses l'éloge de la sérendipité, que trouver les choses par hasard. Mais des architectes, et tu es très bien placé, mais tu le connais aussi, des gens comme Sophie Delay, comme Youssef Tomé, travaillent justement sur des volumes capables, sur des structures qui justement c'est à l'utilisateur d'inventer son logement presque. On n'arrête pas de nous dire il faut réinventer. D'accord? Donc, il faut réinventer le logement déjà, peut-être, et peut-être trouver une possibilité de se réinventer dans le logement. C'est possible ou c'est pas possible? Parfois, la grille, le plan dont tu parlais tout à l'heure, qui est parfois contredit, eh bien, là, c'est un problème. Donc, mais c'est un sujet de fond, ça. Dans une grille, comment donner de la flexibilité? Mais justement, la réinvention, peut se créer dans quelque chose qui est déjà existant, s'il y a suffisamment d'espace. Par exemple, l'appartement haussmannien, qui est un dispositif finalement a priori pas très intéressant, mais en même temps il y a des pièces très grandes, très bien proportionnées, et en fait des gens payent très très cher, des grandes entreprises, pour avoir leur bureau dedans. Parce qu'effectivement, c'est pas très rentable parce que les distributions se passent pas bien, mais ça se passe bien parce qu'il y a plus d'espace. Donc ça, c'est une chose aussi. Quand on parle de développement durable, le développement durable, c'est moins d'avoir de la paille pour isoler que d'avoir un espace qui pourra être constamment renouvelé.
Et la réinvention se passe dans cet excédent. C'est vrai que je me souviens de Paul Andreu, par exemple, qui disait que dans un monde de plus en plus virtuel, l'architecture, justement, son travail, c'était de construire, de faire du réel. Bon, et que c'était en ça que c'était une discipline de la résistance. Et c'est vrai que là, c'est intéressant parce que comme on est dans un monde où le virtuel a l'air de prendre encore plus de place, puisqu'on dit aux gens restez chez vous, travaillez à distance, etc. Là, les architectes sont vraiment confrontés à une question. Et si, comme Piano, il dit, le rôle des architectes, c'est de donner une forme à la question du moment. Et c'est d'ailleurs pour ça, dit-il, que les gens n'aiment pas souvent ce qu'on leur montre, parce que d'un seul coup, ils voient la question et ça les exaspère. Ils sont pas contents. Et mais si la question d'aujourd'hui, moi, il me semble que la question dans ce cas-là qui est posée aujourd'hui aux architectes, puisqu'ils sont obligés de construire cette question, c'est comment vivre ensemble. Ça, on n'arrêtait pas de nous balader avec le vivre ensemble, mais là, la question est vraiment posée. Comment on fait pour quand même être ensemble dans une société où potentiellement, si vraiment le permafrost se fond et libère les virus qui foutaient des maux de tête aux dinosaures, on peut imaginer les maux de tête, ça va nous coller. Donc, des virus à venir. Donc là, les architectes ont un boulot. Oui, mais alors ils y répondent beaucoup. Alors eux et les promoteurs d'ailleurs qui travaillent ou les bailleurs sociaux, ils y répondent beaucoup en ce moment par les fameux espaces partagés, là, les espaces mutualisés. Donc la chambre en plus, la terrasse, le jardin partagé, etc. Ceux-là, ils nous sont revenus en pleine tête quelque part parce que on pouvait plus y aller, ou alors on pouvait y aller mais vraiment à petite dose. Mais en tout cas, c'était chacun chez soi. Et puis la question, c'est de savoir si ces espaces partagés qui sont vendus comme des avantages formidables, c'est pas aussi le faux-nez des petites surfaces. C'est-à-dire, on dit, votre appartement il est trop petit, mais oh là là, super, vous avez une terrasse formidable où vos enfants peuvent jouer là, vous pouvez faire des fêtes, etc., etc. Mais on n'est pas chez soi, et c'est pas le même rapport d'intimité du tout. Et c'est pas, c'est presque quelque chose qui est plus abordable parce que effectivement les petits appartements les gens peuvent les acheter, hein, mais c'est une sorte de, c'est un peu hypocrite quoi quand même. Et d'ailleurs, en parlant avec Perrault, j'avais un peu l'impression de revenir à un système communautaire, enfin, qui me parlait d'un truc. Enfin, tu te rappelles, je t'en ai parlé, parce qu'il n'a pas arrêté de me parler de mutualisation, de vie sociale en commun. Donc j'ai l'impression qu'on revenait à un régime coréen. Voilà, presque coréen. Donc ça m'a quand même frappé parce que on serait passé d'une époque hyper individualiste à un système totalement communautaire. Donc j'y crois pas non plus totalement, quoi. Et moi, il me semble que cette utopie, enfin, ce qui était une utopie, ce qui pouvait être une utopie dans les années 70, peut-être, ouais, pas 80, mais 70, sur les espaces partagés, l'habitat communautaire, l'habitat participatif, etc. Aujourd'hui, c'est plus une utopie, c'est une obligation économique. C'est-à-dire, on partage parce qu'on n'a pas les moyens de se payer soi-même les surfaces dont on aurait besoin pour sa famille, en fait. Et je trouve ça très dommage, quoi. C'est un peu une question de budget, hein. Oui. C'est exactement ce que tu disais. C'est on vend un petit appartement, mais en échange, on propose un espace communautaire à vivre. Voilà, vous allez pouvoir. Je sais pas, l'immeuble Morland là qui veulent faire, c'est un peu ça. Tous les réinventer. Donc en fait, il y a des espaces. Tu peux privatiser le toit terrasse. Tu peux demander aux gens de l'immeuble si tu peux le faire, mais tu as accès. Tu peux avoir la salle de sport au sous-sol. En fait, c'est ça. Donc, avant, dans les immeubles, c'était la cour de l'immeuble, et maintenant, c'est interdit au vélo, c'est interdit, il n'y a plus que des poubelles, etc. Mais avant, les gens vivaient aussi beaucoup à l'extérieur, en fait. Les gens vivaient, parce qu'on parle de petits logements, mais les logements n'ont jamais été aussi grands par personne. Donc avant, rappelez-vous les 400 coups de Truffaut, le petit, il dort dans le couloir. Donc avant, non, en fait, dans les l'espace grands extérieur, ensembles, on allait au café, on allait ailleurs. Ça, c'est pas vrai. Ils étaient très petits, ils ont augmenté, ça fait 20 ans qu'ils rediminuent. Oui, ils ont augmenté dans les années 70, c'est vrai. Moi, il y a un sujet là dont on n'a pas vraiment parlé, mais en même temps, on n'arrête pas de l'effleurer quand tu parles de l'haussmannien, de l'existant, ou juste, enfin, cette crise, en fait. Bon, alors chacun, effectivement, je pense qu'il a vu la confirmation de ses convictions et c'est un révélateur simplement de choses qui étaient là avant. Mais il y a un de ces sujets qui quand même, enfin, on était vraiment
confronté à la mort, à l'arrêt, à quelque chose voilà, d'inédit et de quand même très tétanisant. Et donc il y a quand même eu beaucoup de liens qui ont été faits avec la crise écologique, cette espèce de menace. Et donc là, ça pose quand même aussi une question qui était déjà largement posée, mais quelque part ça l'intensifie, quoi. C'est la question de la pollution du béton, quoi, de la construction. En plus, je pense qu'il y a un appel d'air incroyable pour le pavillon, retourner un habitat individuel. Donc quand même l'espèce de mitage pavillonnaire, l'idée que ça puisse reprendre et s'accélérer, c'est un petit peu inquiétant. Et je pense que enfin, tout ça militerait beaucoup en fait pour le réemploi, la transformation, le travail sur du bâti existant. Et c'est là, de fait, je pense qu'il y a la marge d'invention, de créativité, de grandes contraintes aussi. Mais là, par exemple, j'ai visité, je suis allée voir un tout petit projet à Lyon de résidence universitaire faite dans un ancien petit site industriel. Complètement. Oui, tout à fait. Et c'était super surprenant et rigolo, quoi, parce que c'était des sheds comme ça, donc il y avait 8 travées, enfin un espèce d'ensemble de 8 travées, et on avait du coup les architectes ont mis 8 petits triplex pour 4 à l'intérieur de cet espace qui avait une seule fenêtre, une seule façade. C'est un projet privé ? C'est un projet privé, oui. Oui. Enfin, c'est un bailleur. Non, c'est. Ah, c'est un bailleur. Non, c'est un bailleur, c'est pas un projet privé. Et non, parce que oui, c'est du logement étudiant et c'est intégré à tout un ensemble avec du logement social, etc. Mais c'est des volumes, tout est en verticalité. La lumière est zénitale, mais du coup, elle est attrapée par une espèce d'escalier qui monte sur 3 étages. Les fenêtres vont ouvrir sur, enfin, des ouvertures ont été créées. Il y a de la lumière naturelle qui arrive absolument partout, mais parce que des puits de lumière ont été créés, des patios intérieurs, et donc c'est des fenêtres quand même qui donnent sur des murs, mais les murs sont tagués, donc ils ont une histoire, et après les espaces communs ont une lumière directe. Enfin bon, le truc est très bricolé, très inventé, mais il y a beaucoup plus d'espace que dans n'importe quelle résidence étudiante normale, un espace qui est ludique, qui est créatif, bon, peut-être sans doute pas un espace où on voudrait vivre 10 ans en famille, etc., mais il y a de l'expérimentation. Enfin, je prends un exemple, il y en a 1000. Enfin, je veux dire... Isabelle, ça c'est quelque chose qui a été démontré depuis les années 80, 70, 80, avec Reichen et Robert, quand elle les premiers à transmettre les grandes usines, Leblanc, Elbeuf et autres. Oui, non, mais bien sûr, je sais. Où ils ont montré qu'on pouvait avoir beaucoup plus d'espace dans une usine et autres. Donc et par ailleurs, les normes sont beaucoup plus souples. Non, mais je sais bien, mais je parlais de ça, c'était juste pour. Mais ce qui veut dire que c'est possible. Mais par ailleurs, on continue de détruire. Je pourrais encore un. La question, c'est la décision. C'est est-ce qu'il y a une politique, par exemple d'un grand groupe ou autre, de faire ça. Mais même, moi, je pense qu'aujourd'hui, il devrait y avoir une espèce d'énorme débat politique sur l'ANRU. Et la prime à la destruction, enfin, je veux dire, c'est un scandale total. De détruire et de refaire neuf que de transformer. Mais à la Butte Rouge, par exemple, où je suis aussi allée faire un reportage à Châtenay-Malabry, le maire là s'apprête à détruire les 70 ou 80% de cette cité jardin qui est un espèce d'exemple de ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Classée et inscrite. Hein, oui, inscrite. La Butte Rouge. Et dans un contexte en rue où de toute façon il va gagner de l'argent pour détruire et reconstruire du neuf avec une sorte de promotion immobilière bas de gamme. C'est effrayant. Enfin, je veux dire, c'est effrayant de se promener dans cet endroit où les appartements sont traversants. On les a laissés se détériorer. Donc, certains sont en mauvais état et encore vraiment pas tous. Franchement, on n'a pas l'impression d'être dans un endroit misérable quand on se balade là-bas. C'est un endroit, c'était une utopie. Ça l'est encore. Ça porte vraiment la trace de ça complètement. Et voilà, enfin, donc, qu'est-ce qui va changer? Pour l'instant, rien ne change. Je veux dire, la gare du Nord, ça change pas. Enfin, je veux dire, tout va dans le même sens pour l'instant. Moi, j'ai pas l'impression que les choses. Et pourtant, il y aurait matière. Mais quand Courrier International titre Changer les villes avec ce numéro, justement, avec tout le monde entier, là, est-ce que, justement, ils appellent à un changement de paradigme, en fait? C'est ça? Est-ce que
ça peut changer, ça, parce qu'autrement, tout ce que vous dites là existait, a été développé, puis arrêté, puis relancé, puis réorienté. Tous les réinventés dont tu parles, ce sont des projets tout à fait intéressants dans leur logique, mais qui, là, croisent plusieurs choses. Donc, mais les phénomènes d'hybridation, tout ça, ils existent depuis très très longtemps, en fait. Quand on voit ça. Donc, qu'est-ce qui ça pourrait changer? C'est parce que, me semble-t-il, ce qui est derrière tout ça, c'est l'idée que la ville est coupable. Et c'est là que la question, c'est là qu'il y a un problème, parce que c'est pas sûr. Parce qu'en plus, on a bien vu que la question de la bétonisation ou de la non-bétonisation avec son corollaire, le développement, le mitage des pavillons, etc. Ça, c'est un problème. Il est pas nouveau, mais on a l'impression qu'une fois de plus, en plus, moi, je trouve ça quand même assez extraordinaire de voir que d'un côté, on dit qu'à Paris, il faut arrêter de faire des tours, faut pas de bétonisation, puis qu'on fout des morceaux de béton dans toutes les rues pour faire des pistes cyclables, des trucs absolument ignobles. Quand je pense à Falocci qui parlait quand même de l'écologie du regard, là, s'il y a un truc qu'il n'y a pas à Paris, c'est ça. C'est quand même dingue. Bon, mais ça, c'est une parenthèse, c'est mon côté anti-Hidalgo. On n'est pas obligé de me suivre. Mais ça, je trouve ça vraiment ignoble, quoi. Dingue. Ouais, mais bon. Mais ouais, Joker. Mais par ailleurs, il y a quand même la question de la densité. C'est-à-dire que, moi, je pense sincèrement, je l'ai écrit, mais je crois que c'est vrai. On le sait, 11e arrondissement de Paris, 44 000 habitants au kilomètre carré, l'une des densités les plus fortes au monde, 2 fois Bombay, etc. C'est pas dans le 11e qu'il y a eu le plus de morts. Il y en a eu en Seine-Saint-Denis, où il y a aussi beaucoup de monde, mais où les gens sont pauvres. Donc, on a compris aussi que l'attaque contre la densité, c'est l'hyperdensité urbaine qui serait le fléau, c'est pas vrai. Donc, là aussi, les architectes ont intérêt à se défendre parce qu'ils sont présentés comme des coupables, quoi. C'est pas la densité qui est le fléau, mais il y a un autre argument, c'est pas moi qui dis, c'est François Leclerc qui dit ça. Que les logements sont tellement de mauvaise qualité, qu'on y est tellement mal, etc., que finalement, le week-end, on sort des villes, on prend EasyJet, on va en week-end, je sais pas où, on s'achète une maison, pas tous les week-ends, mais de campagne. Enfin, en tout cas, c'est pas donné à tout le monde quand même. Non, c'est pas. Non, attends. Il y a plus d'avions, mais EasyJet, ça coûte 20 balles pour aller à Barcelone, hein, donc c'est pas donné à tout le monde, mais c'est donné à certains. Je suis d'accord avec toi. Non, mais ça concerne une petite partie de la population. Ben, quand même. mais non, parce que justement les gens qui sont mal logés, parce qu'ils n'ont pas les revenus suffisants pour se loger bien, et ben le week-end, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ailleurs. Et la densité a ça aussi comme corollaire, et on l'oublie toujours. Oui, mais je pense aussi peut-être le mal logement que soutient cette crise révèle. Mais finalement, c'est pas parce que c'est le Covid, mais par exemple dans les grèves qu'il y a eu au début de l'année, c'était un peu la même chose. C'est la fragilité des métropoles. Et je pense que cette crise, peut-être, elle peut poser la question de la taille maximum des métropoles. C'est-à-dire qu'on sait depuis 50 ans, les métropoles, c'est là où la richesse se crée, etc. Tout le monde veut y être parce que c'est là où il y a l'argent, où il y a l'action, etc. Mais à un moment, on voit bien que ces métropoles, elles n'ont plus on parle de ville résiliente, mais de résilience au quotidien. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a des choses qui sont bloquées, c'est vraiment un problème. Il y a des gens qui disent, voilà, il n'y aurait même plus d'approvisionnement pour la nourriture, etc. dans Paris. C'est-à-dire qu'il y a une fragilité du fait de la taille des villes. Je pense que les grandes villes, c'est magnifique, c'est quelque chose d'extraordinaire, il faut les garder, mais je pense que là, il y a quelque chose peut-être qu'il faudrait remettre en question, à mon avis. C'est que s'il y a une crise, là c'est une crise sanitaire, mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être toutes sortes de crises qu'on puisse imaginer. Je pense que dans une très très grande ville, à partir du moment où vous avez les transports en commun qui sont bloqués, et qu'on peut plus se croiser dans les rues, ça peut poser des problèmes dramatiques. Alors que dans une ville moyenne, je pense que les problèmes ne sont pas du tout les mêmes. Donc je pense que c'est des questions peut-être plus d'architecture, mais vraiment d'aménagement du territoire, qui sont fondamentales, de même que le prix on sait bien que le problème du logement, c'est le prix du mètre carré. Le prix du mètre carré, tant qu'il y aura des métropoles qui se développent, il sera toujours plus cher. Donc je pense que les mesures à prendre sont hors de l'architecture, cette fois-ci, ce sont vraiment des questions politiques très courageuses à prendre. Je ne vois pas très bien qui peut les prendre, mais c'est un problème de développement des territoires. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, on le sait, l'avenir, c'est plus les villes. Les villes, elles fonctionnent à peu près convenablement, c'est les campagnes. Qu'est-ce qui se passe dans les campagnes qui sont détruites ou qui sont occupées? Enfin, c'est Rem Koolhaas, d'ailleurs, qui s'est intéressé pendant 30 ans à la congestion. Maintenant, ça ne l'intéresse plus du tout. Il s'intéresse aux campagnes. Avec son exposition à New York, au Guggenheim. Voilà, et on voit
voilà, nous, gens des villes, quand on sort dans les campagnes, on s'aperçoit que ces 30 dernières années, le paysage français a été ravagé dramatiquement, c'est-à-dire dans un silence de mort, pavillonnage, zone commerciale, rond-point, les fameuses entrées de ville. Mais vraiment, les entrées de ville. Dans des surfaces qui sont beaucoup plus importantes que celles des villes, et ça va être très difficile de revenir en arrière. Et il y a des pays comme la Suisse où il n'y a pas de grandes villes, mais les gens savent vivre à la campagne, donc il y a un équilibre à trouver. Donc je pense que c'est vraiment une question de territoire. Mais pas forcément, parce que par rapport à ça, tu dis, ça peut se changer. Regarde le travail d'Encore Heureux sur Albi ou je sais pas quoi, ils peuvent transformer n'importe quel bâtiment, les tiers-lieux, tout ça, ça peut imaginer, ça peut peut-être, on parlait dans les années 90, là, des villes émergentes, en parlant des entrées de ville, des trucs hallucinants et qui, en effet, il y avait la taxe professionnelle qui justement expliquait pourquoi c'était ça. Hein, donc plus la ville avait une force commerciale, plus elle rapportait à la municipalité. C'était ça le système. Donc maintenant que tout change avec des intercommunalités et autres, déjà ça change donc les paysages. Le problème c'est les friches de ça, hein, les friches commerciales. Et c'est vrai qu'avec Amazon et les autres là, et le e-commerce qui a été quand même avec le confinement, c'est l'autre truc, c'est qu'on a énormément, enfin beaucoup ont pu s'acheter même un vélo électrique s'ils voulaient. Il arrivait direct n'importe où. Et on voit que Amazon, il s'implante dans les campagnes, là, près du pont du Gard. Oui. C'est pas en pleine campagne, au cœur des régions, etc. Donc ça remet des choses en cause. C'est bien. Je pense des grandes métropoles doivent vraiment se poser des questions. Mais c'est pour ça, Emmanuel, tu as raison, et c'est justement pour ça on aurait aimé que Courrier International fasse un numéro qui serait appelé Changer les campagnes. Ouais, mais ça, ils y pensent pas. Peut-être aussi parce que précisément, ville-campagne, ça ne veut plus rien dire. C'est que précisément, les gens gardent de la campagne une idée bucolique et tout se passe bien. Alors c'est l'horreur. Bien sûr. Mais de toute façon, tu dis si les transports en commun, ça sont bloqués, tout se bloque. Mais Lénine disait le communisme, c'est les soviets et l'électricité. Si l'électricité se bloque, plus d'internet, plus rien, plus d'e-commerce, c'est l'électricité le nerf de la guerre. Donc on est bien d'accord. Mais quand même, enfin bon, voilà, tu as raison sur cette histoire des campagnes. Bien évidemment, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ça n'apparaît pas comme le problème. Après, il y a quand même tous ces gens qui sont partis, et on s'est demandé à un moment, on est dit, bon, est-ce qu'ils vont revenir? Évidemment, c'est tous ceux qui pouvaient partir, hein. C'est donc c'est une frange particulière de la population. Déjà, ceux qui pouvaient télétravailler, parce que tout à l'heure, on parlait de télétravail, mais il y a toute une frange de gens qui ne peuvent pas télétravailler. Bon, ceux qui pouvaient télétravailler, certains sont partis. Et on s'est dit, est-ce qu'ils vont revenir? Et est-ce que ça va relancer les villes moyennes? À partir du moment où les villes moyennes ont un TGV et la fibre, est-ce que il peut y avoir là un regain d'intérêt? Donc beaucoup ont misé là-dessus, mais si on réfléchit 2 secondes, on se dit bah oui, mais alors il faut que les deux, s'il y en a deux, trouvent un job dans la ville, ou alors enfin pendant qu'il y en a un qui est là, l'autre est pas là. Les enfants, il faut les scolariser, etc. Donc c'est beaucoup moins simple que ça en a l'air que de partir quand de toute façon il n'y a pas d'école, il n'y a pas de boulot, et là on peut y aller. Mais donc le regain des villes moyennes sur ce post-Covid, là, je suis pas très sûre. Mais moi, je parle pas d'un regain. Toi, non, mais c'est une question que je pose. De vente et de promotion. Je parle d'un regain d'intérêt où il faut que le développement se refasse dans les villes moyennes. Je parle de vente et de promotion parce que s'il y a un intérêt, il y a un marché. Bon, j'ai travaillé aux Échos. Excuse-moi, j'ai un peu ce prisme-là. Oui, mais il peut pas y avoir d'intérêt s'il n'y a pas de développement. Par l'État, en fait, c'est ce que je veux dire. Tu vois, actuellement, il n'y a pas d'intérêt. Mais il y a un programme, il y a un programme qui s'appelle Cœur de Ville. Action Cœur de Ville, qui justement développe ça, exactement. Qui est à la fois très bien, mais qui est hors de proportion avec ce qui est nécessaire. Parce que juste pour dire on continue à créer 1 million de surfaces de mètres carrés par an, de surfaces commerciales par an. Voilà, j'ai eu le bonheur d'aller voir un architecte extraordinaire, Simon Tessou, qui sera là dans une semaine ou 15 jours. Absolument. Donc il travaille dans une semaine pile. Dans un petit village du Cantal et il fait de l'architecture extraordinaire. Au sud d'Aurillac, voilà, il y a des très beaux paysages. Ils sont en train d'araser tout le paysage pour construire un Leclerc, alors qu'il y a déjà un Leclerc dans le centre-ville qui va déménager. Mais c'est plus simple, voilà, on arrase et ça continue, et à côté, on va faire aussi une zone pavillonnaire. Ça continue. Ça fait 20 ans quasiment que tous les politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite disent qu'il faut arrêter ça, mais en fait, ça continue parce que les intérêts particuliers ont intérêt à ce que ça continue. Mais tu as vu, la Convention citoyenne a demandé à ce que ça s'arrête. Mais là-dessus, c'est très intéressant, mais pour l'instant, je pense que ça se heurtera à des lobbies et aux potentats locaux. Ça, c'est très clair. Hein. Je pense qu'au niveau de l'État, et je veux dire, c'est que ce soit Macron, Hollande ou même Sarkozy,
à la Cité, quand il a inauguré la Cité, il avait déjà dénoncé ça. Donc, c'est même plus une question politique. Les gens savent très bien que c'est un problème. Mais c'est très impopulaire. Si vous dites aux gens demain, vous pouvez plus faire des zones pavillonnaires, vous pouvez plus vendre vos terrains en dehors du village pour faire des pavillons, les gens ne seront pas contents, ils voteront plus pour vous. Donc, c'est compliqué. C'est une question politique, mais ça fait 30 ans que les politiques disent qu'il ne faut pas en faire, mais ça fait 30 ans que les maires, qui sont aussi des politiques, signent les permis. Donc, absolument, mais c'est là qu'est le problème. Ouais. Alors il y a un point que vous n'avez pas du tout abordé, c'est, sauf toi, rapidement là tout à l'heure avec l'exemple avec Pascal Richter et en effet le sujet que tu as fait sur les lieux de santé, mais c'est justement la question du logement pour les anciens. C'est-à-dire que on a vu à quel point l'isolement a été terrible pour les gens dans les EHPAD. Et là, ville moyenne, métropole ou d'autres, ça changeait rien. Donc, parce que là, t'es enfermé ou t'es pas enfermé, c'est tout. Et la solution, et de toute façon, t'as pas le choix. Et par protection, on peut comprendre toutes les mesures. Mais là, il y a eu quelque chose qui s'est passé quand même de terrible. Je sais pas comment vous l'avez vu, mais c'est quelque chose qui interroge quand même la question de l'EHPAD en France et donc du logement pour les anciens. Faut-il les mettre sur les ronds-points en sortie de ville? Faut-il systématiquement rejeter ou faut-il faire justement, parce qu'il y a des très bons exemples à Barcelone ou ailleurs, où c'est en cœur de ville, à côté du marché, à côté de la cathédrale, et voilà. Donc ça, c'est une vraie question là de programme. Et là, l'architecte, il aura l'intelligence de faire un bâtiment réversible, génial, tout, mais il faut déjà qu'on lui donne le bon site quand même. Elle disait quelque chose de très beau, Pascal Richter, donc que j'ai interviewé, qui a fait pas mal d'EHPAD et qui, de son agence, est basée, ils sont basés dans l'Est de la France, et elle avait cette idée déjà de pour elle voilà, c'est très important évidemment que les EHPAD soient dans la ville pour que pour éviter l'isolement, pour qu'il y ait même avec l'idée qu'on puisse venir regarder un concert, enfin qu'il y ait une espèce de circulation, de mixité, même qu'il y a un restaurant qui soit ouvert. Alors dans des villages, dans des petites villes où du coup quand on commence à devenir un peu vieux, mais on est encore autonome, mais on peut aller manger là-bas, s'approprier progressivement le lieu, parce que effectivement, pourquoi est-ce qu'un EHPAD ne pourrait pas être un lieu désirable pour vieillir? Le moment où on va tout d'un coup, voilà, tout va devenir plus dangereux, plus compliqué, etc. Ça pourrait, enfin, franchement, il n'y a aucune raison de pas imaginer qu'il puisse que ça. Enfin, d'ailleurs, moi, j'ai une vieille tante, elle avait un super EHPAD et elle avait prévu d'y aller. Et c'était un très bel endroit, un truc assez rare. Bon, bref, c'est possible. Je veux dire, et c'était un projet qu'elle avait avec son mari. Puis là, ouais, elle est toute seule. Bon, enfin, pardon, je vous raconte ma vie, mais je veux dire, moi, je crois complètement dans cette idée qu'un EHPAD, qu'il faudrait peut-être appeler autrement qu'EHPAD, maison de retraite, ça aussi, elle milite pour ça, Pascal Richter. Voilà. Mais il y avait aussi cette idée très belle qui était que, déjà, la première chose serait que on puisse vieillir dans l'endroit où on a vécu. Et donc croiser les mêmes personnes. Et pourquoi être tout d'un coup exclu et ça aussi pour économique, on sait très bien. Ils vont bien sûr, mais c'est quand même enfin je veux dire, c'est quand même des êtres humains, etc. Enfin, il y a un moment où c'est une logique économique qui prend et une logique de surveillance aussi, puisque effectivement on leur a pas donné le choix à ces gens-là de la manière dont ils allaient être confinés ou pas. Mais c'est aussi, ça peut être un moteur de revitalisation de centre-bourg ou d'avoir une institution comme ça qui reste et donc et qui peut presque être génératrice d'activité, quoi. Pardon, la mutualisation des espaces partagés, justement pour une certaine catégorie de gens, ça pourrait être quand même une solution. Donc intergénérationnelle. Là, intergénérationnelle, oui. Il y a des exemples d'écoles et de maisons de retraite qui sont, non pas dans les mêmes locaux, mais qui sont vraiment faits en même temps. J'ai visité ça dans le Jura il y a quelques années, où il y a l'école et la maison de retraite, où les personnes âgées voient les enfants en cours de récréation, etc. Donc c'est des choses aussi qui peuvent être faites, effectivement. Les écoles ne sont pas forcément en centre-ville non plus, mais au moins déjà, effectivement, de mélanger les générations.
Moins de sentiment d'exclusion, en tout cas. Non, mais là, il y a une vraie piste là-dessus. Donc, c'est bien le programme. C'est bien, il faut le décider, ça. Il faut qu'une municipalité dise, mais non, 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 il faut absolument que tout ce que tu racontes dans le Jura. Il y a un exemple à Saintes très, très intéressant où ça, c'est pas un bâtiment contemporain, mais peu importe, là n'est pas la question. C'était un élément de patrimoine, une sorte de grande maison qui a été réactivée, justement, avec un programme personnes âgées. Mais les étudiants de la fac de médecine y résident aussi et s'occupe des plus anciens. Donc là, c'est un projet formidable, c'est un projet social et autres. Donc on voit bien que là, les architectes, ils peuvent pas inventer ça. Il faut déjà qu'on ait envie de croiser les deux choses. Il y a la Poste qui fait ça avec son patrimoine. Enfin, Rémi Ferredge à la Poste maintenant. Il essaye de toutes les agences de poste qui servent plus à rien et qui sont souvent dans des très beaux bâtiments en centre-ville. Il a pour ambition, en tout cas, je sais pas si ça va très vite, mais de les convertir comme ça en résidence pour personnes âgées ou intergénérationnelles, mais vraiment en cœur de ville. La Poste, elle est en ville, à côté de l'église, de la mairie. Comme j'ai mauvais esprit, je peux pas m'empêcher de penser que c'est une chance que ce soit des étudiants en médecine, que ce serait des étudiants en veto, par exemple. Ce serait très mal vécu. Non mais je dis ça parce que les personnes âgées ont toutes des animaux, oui, c'est des vrai. chiens, des chats. Je dis ça parce que je dis ça parce qu'il y a quelque chose d'un peu croustillant dans ce débat, dans ces remarques qui sont justes. Hein. Mais c'est que quand même, on a quand même le sentiment que pour protéger justement les personnes âgées, on a quasi sacrifié une génération à la plus jeune qui rentre sur le marché de l'emploi. Donc c'est sûr que si on arrivait à créer des lieux où les générations se sentiraient vivre ensemble, ce serait pas mal. Oui. Là, c'est pas le cas pour l'instant. En même temps, les EHPAD, là, c'est une question, non pas pour l'après, mais c'est une question qui est vraiment au moment de la crise sanitaire. Quoi. Après, ça va pas continuer comme ça. Quoi. Non, mais après, c'est leur conception aussi. Quand on voit, regardez, il y a un peu de petite canicule là, qui 2-3 jours, c'est rien là, à côté de ce qu'on a connu. Mais donc, on sait très bien que tout le débat sur le climat, il est sur la lutte contre les îlots de chaleur. Donc, est-ce que les équipements en question, dès lors qu'ils sont pas très bien construit, eh bien là c'est la double peine. Là, t'es à la fois enfermé, t'as pas de clim, machin. C'est quand même terrible, non? La clim est aussi une question complexe. Eh bien, évidemment. Hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'il faut maintenant que tous les bureaux puissent avoir des fenêtres qui s'ouvrent, etc. Mais, parce que la clim peut être vecteur. Et dans ce cas, il faut prendre l'exemple d'Hassan Fati. Il a fait des villages magnifiques en Égypte il n'y a pas de clim, hein, et c'est une ventilation formidable. Et les tours des vents en Iran, tout ça. Il y a des exemples dans l'architecture. Balkrishna Doshi, c'est des architectures un peu vernaculaires, ou le modernisme, hein, tout simplement. Enfin, je veux dire, ça c'est vrai que on a quand même oublié comment faire des bâtiments sains aussi. Hein, Vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de fatalité là? On pourrait changer l'état des choses là. Ça serait peut-être là le plus facile. Enfin, effectivement, je pense que c'est pas sur les architectes, encore une fois, reprendre Philippe qu'il faut mettre ça, mais c'est plutôt sur un fonctionnement structurel de néo-capitalisme. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un, mais non, mais c'est comment marche le monde, quoi. Pourquoi est-ce qu'on a des logements dégueulasses? C'est parce que on a de la même manière, on a les produits qu'on achète sont fabriqués en Chine, encore, enfin, on est quand même, tout est à la même enseigne, hein. Faudrait que le monde marche un peu autrement quand même. Il y a une chaîne de production qui est uniquement orientée vers le profit. Enfin, c'est clair et net. Les promoteurs. Court terme. Oui, à court terme, les promoteurs et maintenant les bailleurs sociaux aussi, puisque les bailleurs sociaux ils achètent la plupart de leur production de logements aux promoteurs désormais. Donc ils ont. C'est vrai qu'on arrive au bout d'un système. C'est de penser que le logement répond à cette logique court-termiste. C'est effrayant. Enfin, je veux dire, c'est effrayant. Là, on a dit au mois de mars, tout s'est arrêté. Plan de relance annoncé dès le mois de mars, 50 000 logements rachetés par la Caisse des dépôts et Inly, une filiale d'Action Logement. Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire sur ces logements qui n'étaient pas encore construits, c'était des programmes qui allaient être plantés parce qu'ils n'allaient pas être vendus. Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire, OK, la Caisse des dépôts, argent public, rachète, mais dans ce cas-là avec des exigences de qualité? Pas du tout. Les promoteurs, ils y sont allés comme petit bonheur, on va revendre nos programmes et comme ça on va s'en sortir. Même plan qu'en 2008, il s'est passé exactement la même chose. Il faut préciser pour le public que ça a été lancé en VFA, donc en vente. Oui, c'est-à-dire en achat sur plan. Donc on vend avant de construire. Donc, oui, pardon. C'est très juste. Non, mais
on aimerait au moins que cette crise donne des arguments, effectivement, parfois à l'État, pour exiger des choses supplémentaires. Enfin, il faut renflouer Air France, on dit mais alors peut-être moins de petits vols, etc. Bah, voilà, ce serait pareil effectivement pour les promoteurs, d'accord, mais vous faites des choses peut-être de meilleure qualité. Oui, conditionnées. Oui, oui. Mais c'est possible, ça, non? Ça, peut-être, c'est possible. C'est possible, mais le problème, il est médiatique. C'est-à-dire que quand on dit au public, on va plus faire des petits vols intérieurs, tout le monde comprend, mais dire on va faire des logements de meilleure qualité, ils savent pas ce que ça veut dire. Mais tout le monde comprendrait aussi. Il faut pas prendre les gens. Tu crois que ça va changer? Moi, je crois pas. Alors, les qualités architecturales, les gens les voient quand ils vivent, mais Mais c'est pas la qualité architecturale, c'est ce que. Quand j'entends qualité architecturale, je parle pas d'esthétique, je parle de bien vivre, de isolation. Les gens entendent prestation. C'est ce donc que. Là, ça renvoie à un certain luxe ou pas luxe. Mais là, on parle de conception architecturale, donc conception spatiale. Oui, mais c'est ce que Christopher Alexander appelle la qualité sans nom. C'est-à-dire qu'on peut pas la définir, mais on n'a pas besoin d'être architecte pour sentir que dans un endroit, on est bien ou on n'est pas bien. Parce qu'il est bien construit, conçu, mais pas avant. Ah bah oui, c'est sûr d'acheter sur plan, il faut savoir lire des plans et c'est compliqué. Mais on pourrait exiger de la part des promoteurs qui construisent des choses correct. Même, le problème, c'est ce que tu disais, c'est que tout se vend. Donc, le truc se mord la queue, évidemment. Mais je pense que la table ronde logement qu'on va... Donc, ça va être chaud comme sujet, hein, parce que on est là au cœur j'allais dire, du réacteur, hein, si je puis dire. Mais on voit bien qu'il y a deux sujets. Il y a eu le débat métropole-campagne, ça a été très net, ça a été très posé, on a même entendu tout et n'importe quoi. On a entendu les gens, ils vont vendre leur appartement à Paris, ils vont aller vivre des trucs, Paris va devenir une ville vide, et je sais pas, on a tout entendu. Mais la réalité est tout autre, c'est qu'à un moment, il va falloir se calmer, trouver des équilibres, et puis il faut aussi que dans certaines campagnes, Internet arrive. Parce que si vous essayez de faire plusieurs conference calls à un bout, à Aurillac, par exemple, d'une longère, donc vous voyez un bâtiment qui fait à peu près 25 mètres de long, et vous captez Internet comme ça, d'une façon un peu octante, vous allez voir que votre relation de travail va changer. Donc vous allez avoir un peu de difficulté. Donc c'est vrai que ça va calmer tout le monde. Là qu'on parle de petits, de coins, de villégiatures où c'est équipé. Donc c'est vrai que là, il faut que le réseau suive. Parce qu'il y a sujet quand même. Hein. J'ai juste envie de rebondir sur une chose, sur ce que tu viens de dire. Paris va devenir une ville vide. Non, les gens... On a entendu parmi moi, parmi là ce qu'on vit aujourd'hui et dans l'idée qu'on est toujours dans la crise, puisque alors autant dans la journée, et d'ailleurs on a appris récemment que ça y est, la pollution avait doublé par rapport à la période du confinement, donc voilà, tout était fini, on était des très très mauvais élèves en termes de pollution, etc. Mais si vous vous baladez dans Paris, un peu en début de soirée, dans les beaux quartiers, ou alors dans les quartiers touristiques, sur le parvis de Notre-Dame, par exemple, qui a réouvert, où il y a personne, mais il y a Paris est une ville vide. Il faut quand même le savoir. La densité enfin non pas la densité, mais non mais. Il faut expliquer si, pourquoi. Il y a parce qu'il y a des quartiers entiers, mais c'est ça. Oui, mais les touristes ne sont pas là et ça se sent, mais physiquement, c'est un truc dingue. Et donc on se rend compte à quel point mais c'est génial, je suis d'accord. Et tout d'un coup, on a un rapport à la ville qui est très très différent. Et puis elle devient à la fois, je sais pas, on est truc de proximité. On reprend contact presque avec cette ville. Donc c'est assez génial, mais c'est aussi assez terrifiant de se rendre compte à quel point elle est peuplée en temps normal de touristes, à quel point finalement ça va aussi avec toute la question de à la fois Airbnb, donc il y a de moins en moins d'habitants quand même malgré cette densité à Paris, et c'est pas que Airbnb, c'est aussi tous les bureaux qui sont construits dans le haussmannien, toute cette espèce de spéculation immobilière qui n'arrête pas, qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas non plus. Ça aussi, c'est quand même c'est une question. Et là, ça a été vraiment révélé, je trouve. Non, mais il y a une vraie expérience physique de ça. 82 millions de touristes par an en France. Évidemment, s'ils sont pas là, ça se sent. C'est considérable. Et c'est vraiment surprenant. Moi, je suis d'accord. Ça, c'est tout à fait. Balade vers la Seine le soir, c'est génial. Faites ça. Il y a personne. C'est trop bien. Dans l'étude que Perrault et Balaval ont fait sur l'île de la Cité, ils montraient que 75% des appartements de l'île de la Cité sont en Airbnb.
Je sais même pas d'ailleurs quels sont les 25 qui restent, parce que, ouais. Et donc ça, c'est incontestable que d'un seul coup, alors ça repose vraiment la question du tourisme. Et c'est vrai que ce Covid, c'est très intéressant sur les effets de choc comme ça. Il y a peu de semaines avant le Covid, on parlait de la question de la surpopulation de touristes qui venaient voir la Joconde. Je sais pas si vous vous souvenez, et qu'il allait falloir justement rythmer le truc, faire des numerus clausus et compagnie. Et d'un seul coup, il y a d'ailleurs la même chose au Louvre, puisque maintenant il faut encore s'inscrire, etc. Mais pour beaucoup moins. Ouais. Quand t'es inscrit, tu peux y aller tranquille et tu fais beaucoup moins de... Et donc c'est ça. Alors ça, c'est vrai que c'est très surprenant. La disparition des autocars, qui est quand même tout ça, ouais. Les places de parking, on peut se garer, stupéfiant. Aujourd'hui, je disais encore pendant le métro, je disais, quand on disait qu'on vient de pollution. Oui. Ah non, c'est pas les touristes, on n'a pas besoin d'eux pour ça. C'est trop beau. Non. Non, là, il y a aucune réduction. Et effectivement, on dit aussi, on a l'impact de la crise sur la France, c'est la plus importante. Il y a encore une fois, le tourisme est un secteur très important. Les touristes, ils polluent la campagne avec les avions, en fait, pas les villes. Sinon, on pourrait utiliser les hôtels pour les transformer en maisons de retraite. Ah. Déjà, il y en a qui ont été réquisitionnés pour ou les bureaux. Hein. Voilà, donc, Non, mais les hôtels, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à les réouvrir. Oui. Non, mais ça, c'était dans ton expo, ça, non? En plus, non? Il y avait déjà cette idée. Bien, comme il y a déjà eu une question dans la salle, y aurait-il d'autres questions? Madame. Allez-y. Sur la question de si jamais. Donc, qui part? La question, c'est qui vient. Parce que sur des pôles comme ça, en général, il y a des mouvements de flux. Donc, il y a souvent des questions qui sont ouvertes par rapport à des grandes villes. C'est la question de l'accès de la jeunesse. On parlait de génération sacrifiée. Et donc, il y a souvent la question de l'accès au logement pour la jeunesse. Il y a par exemple à New York, récemment, qui pose la question de si justement tous les cols blancs de New York partent. Donc, ça va questionner la chaîne de valeur associée aux services qui vivent tous, en fait, de la city new-yorkaise. Donc, Paris, c'est pareil. Ceux qui peuvent partir, ils partent. Donc, il y aura un mouvement qui va questionner l'accès et aussi toute la chaîne de valeur des services associés. Donc, ça ne va pas être une guide au-delà de l'activité touristique. Mais il y aura un remodelage. Et donc, la question, c'est aussi, voilà, en tant qu'architecte, qui vient, quels autres services. Donc, là, il y a une autre forme urbaine qui émerge. Ce n'est pas qu'un swap. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, on voit que dans Paris, bien que les restaurants aient le droit de rouvrir, il y a plein de restaurants fermés parce que précisément les gens sont pas retournés travailler dans leur bureau. Donc dans le 8e, dans tous ces coins-là, il y a plein de restos fermés parce qu'ils n'ont pas de clients. À midi, il y a plus ça, quoi. Oui, il y a pas mal d'entreprises qui n'ouvrent qu'en septembre. Hein. Les entreprises américaines, notamment celles qui sont autour d'ici, Apple, par exemple, ils ne rentrent que fin septembre. C'est incroyable. Donc évidemment, ça a des incidences sur les restaurants, tu as complètement raison, puisqu'ils étaient grands consommateurs. Donc c'est vrai que c'est une chaîne, tout est lié. Donc ça, c'est les services, mais aussi donc, par rapport à la question de génération, on va dire si ceux qui ont, en gros, ceux qui ont une part de pouvoir d'achat, c'est une certaine classe d'âge aussi. Donc si eux partent, est-ce que les jeunes vont pouvoir arriver? Et eux, comment ils vont investir la vie? Comment est-ce qu'ils vont vivre? Comment est-ce qu'ils vont l'activer? Peut-être qu'il y a aussi... Donc ça pose la question de l'offre qui se redéfinirait. Il y a une reconfiguration dès lors. Ce qui ferait que... Oui, dans la mesure où effectivement il y aura un changement de mentalité dû à cette crise, ce qui est encore loin d'arriver. Et puis il y a une chose qui se passe aussi, c'est le marché, c'est-à-dire que si les gens partent, vendent leur logement, et s'il y a une offre massive, ce qui quand même a peu de chances d'arriver à mon avis, hein, de logements à Paris tout d'un coup, ça ferait baisser beaucoup les prix et ça donnerait accès à des gens, peut-être des jeunes, mais des gens qui n'ont pas accès aujourd'hui. Enfin bon, ça j'y crois moyen. Mais malheureusement, hein, ce serait bien. Alors moi, c'est une toute petite remarque à propos de la qualité architecturale. Un critère qui est un critère objectif pourrait être la hauteur sous plafond. Parce que ça donne quand même plus d'espace, c'est simple et ça n'obère pas par rapport au prix du sol. Vous pouvez entasser 8 étages avec
Ben non, non, parce que en fait, ça obère la question du volume. Non, mais justement, ça obère parce que c'est-à-dire si vous faites plus une hauteur sous plafond de 20 cm de plus par étage, vous faites un étage de moins parce qu'il y a un PLU qui vous dit vous avez droit à telle hauteur. Il faudrait que le PLU soit plus en termes de mètres, mais d'étages. Oui, Il faudrait dire que ce soit plus de 37 mètres, mais que ce soit 6 étages, 7 étages, 8 étages. Mais on pourrait faire aussi. Les promoteurs voudraient mettre un étage de plus. Oui. Mais on pourrait dire aussi que les pièces devraient faire au minimum 12 mètres carrés, parce que dans 9 mètres carrés. Non de jardin, enfin, je veux dire, c'est quand même la hauteur sous plafond. Oui. Absolument, parce que quand Béatrice Roche-Bouette tout à l'heure disait qu'elle avait un bureau de 3 mètres carrés, elle nous a pas dit qu'en fait elle avait un bureau de 3 mètres cubes. C'est ça son problème. Sauf qu'avoir 3 mètres sous plafond dans une pièce de 8 mètres carrés, ça fait très bizarre en fait. Enfin, je veux dire, tout est un peu dépendant, mais tout doit être un peu plus grand. Parce qu'en fait, paradoxalement, les logements sont petits, mais ils sont devenus bien proportionnés, c'est-à-dire qu'ils sont étroits et bas de plafond, donc les proportions sont bonnes. Parce que si ça faisait 4 mètres sous plafond, dans avec, une chambre de 9 mètres, ça avec fait quand bizarre. même le passage pour le PMR. Voilà. Oui. Oui, mais Jacques Lucan, il disait l'autre jour, si on réduit les normes PMR, les couloirs, ils feront plus 1,20 m, ils feront 90 cm. Non, mais à la fois monter les plafonds, mais aussi les descendre. C'est-à-dire que c'est le Corbusier, les plafonds, voilà, c'est un modulor, et puis double hauteur. Le problème, c'est qu'il faudrait, parfois 2,50 m, c'est une moyenne, et quelquefois 2 mètres, ça suffit, si par ailleurs on a 4 mètres ou un peu plus, quoi. Non, mais Adolphe Loos, par exemple, dans ce projet, je ne dis rien de nouveau, non, effectivement, il disait que l'importance des pièces méritait une hauteur de plafond qui soit en conséquence. Donc, une petite pièce, effectivement, une petite pièce avec une très grande hauteur de plafond, vous allez avoir une impression d'être confiné, puisque c'est une question de proportion aussi. Oui, mais si vous avez des hautes fenêtres, ça va de soi. Enfin, avec les fenêtres. Il faut baisser le plancher. Mais en tout cas, dans les choses qui vont évoluer et autres, il y a la question soulevée par Dominique Perrault avant la crise sanitaire, qui est la question des parkings. C'est-à-dire que moins de voitures, donc parking qui se libère en plein cœur de Paris ou ailleurs d'ailleurs. Oui, mais quand même, il y a déjà là, en termes de surface, des choses à reconquérir en profondeur. Non. Oui, et puis qui sont inutilisés. Alors effectivement, c'est pas très tentant, hein, comme il dit, les parkings. Non, mais déjà, quand on va vider les rues pour les mettre dans les parkings, ils seront utilisés longtemps, je pense. Parce qu'en fait, ce qu'il faut déjà, c'est vider les rues des voitures. Donc, je pense que les parkings. Non, parce qu'on aura de toute façon que des voitures électriques. Donc, c'est ce qu'il dit, en fait. C'est sur l'île de la Cité où il y a des espaces souterrains qui sont inutilisés. C'était ce que. Mais il a raison dans le sens où, quand même, les parkings sont toujours situés dans les meilleurs endroits des villes. Donc les laisser en parking est quand même un peu une aberration. Tu voudrais faire des EHPAD ? On peut faire des EHPAD. Alors, on vous met en centre-ville, mais en sous-sol. Donc moi, je pense que le parking, il y a plein de surfaces qui sont mal utilisées. Voilà, donc ça, sur ce point-là, je partage assez son point de vue. Et en plus, ça vaut pas grand-chose et ça coûte pas très grand-chose non plus à restructurer. En tout cas, ce qu'il a montré à travers son étude, qui est quand même très sérieuse, avec vraiment fait avec des économistes et autres, c'est que en fait, c'est une notion de service. Le service peut changer. Et tout peut se passer dans le parking. Oui. Tout. Oui, enfin, on sait très bien que c'est un projet qui est fait pour transformer l'île de la Cité en mall commercial. Il ne faut pas être un grand architecte pour comprendre dans les plans, il n'y a rien de marqué, mais tout est fait pour en faire un grand centre, un grand mall commercial. Oui, mais par exemple, son projet qu'il fait, par exemple, en Corée, il n'y a aucune surface commerciale. Il n'y a que du service et des lieux d'expo. L'île de la Cité, après, ça dépend pas que de lui, hein. Tu vois, je veux dire, il y a la mairie de Paris, il y a tout un lobbying politique derrière qui fait que, parce que quand tu l'interroges, il n'est pas du tout pour mettre des commerces. Voilà, c'est le même problème avec les gares. Si on met des commerces dans les gares, il a dessiné un projet parfait pour des commerces en disant mais vous mettez ce que vous voulez. Je pense que là, franchement, il y a de l'hypocrisie. Un petit peu. En tout cas, il y a un travail dans l'étude de l'île de la Cité. Il y a aussi la question de l'épaisseur du sol.
Et c'est vrai, de la crypte archéologique, tout ça, il y a autre chose que cette histoire de parking. En effet, parce qu'on a fait un débat ici hein, avec des associations de riverains et autres, justement, se sont émus de ce que pourrait être du côté de la volière aux oiseaux, là, ou de ce côté-là. Donc on a entendu ces arguments. Mais ce que je veux dire, c'est que le projet, il est d'abord sur l'espace public, c'est ça sa force. C'est-à-dire qu'il va justement redéfinir des liens. Je dirais l'espace touristique, parce que c'est plus de l'espace public, quoi. Ouais, mais non, mais c'est, enfin, je veux dire, moi, je suis assez d'accord avec Francis. Enfin, je veux dire, il peut y avoir beaucoup de choses possibles, mais en tout cas, aujourd'hui, avec la reconstruction de Notre-Dame, en tout cas, la question du parking, je pense que ça va être un accès à Notre-Dame. Alors oui, touristique. Il y a plein d'autres bâtiments. Voilà, c'est bien de faire un accès. Enfin, tu peux pas être contre quand tu vois comment les gens accèdent aujourd'hui à Notre-Dame. Et de l'autre, une extension de ce musée de la crypte qui pourrait devenir un musée beaucoup plus important sur justement l'île de la cité ou l'archéologie. Donc cette partie-là. Je pense qu'elle aura. Après, tu peux avoir une boutique de souvenirs dedans, comme dans n'importe quel musée, mais après, il y a. Mais c'est vrai que c'est un espace totalement inexploité. D'autant qu'il a quand même pris position, Perrault, contre le projet de la gare du Nord, avec d'autres architectes. Donc on peut pas soupçonner. Enfin, ce serait quand même énorme d'imaginer qu'il serait contre ce qui se passerait. Énorme. Moi, je pense qu'il est. Moi, je pense. Non, mais moi, je pense. Non, mais je pense qu'il est dans une. Attention-moi juste, la force de ce projet, me semble-t-il quand même, c'est de concevoir qu'il ne faut pas s'occuper que de Notre-Dame, mais de l'ensemble de l'île. Ça, c'est vraiment intelligent. Bien sûr. Alors, on peut pas ramener l'ensemble. C'est un projet qui était avant l'incendie, de toute façon. Oui, bien sûr. Mais c'était pas. Donc il y avait plein de possibilités en fait. C'était une. Bon, je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, ce projet qui n'était pas un projet, contrairement à celui de la gare du Nord, qui est un projet dessiné, construit avec un programme, là, l'idée, justement, c'était de révéler ce qu'il a appelé l'île monument, précisément en disant, mais là, il y a quelque chose qui est pas bien exploité, puisqu'il n'y a que des bâtiments publics, en fait, à majorité, puisqu'il y a très très peu de logements, en fait. Hein. Il y a très peu d'habitants dessus, mais que tout ça ne communique pas, chacun c'est une petite forteresse. En plus, avec des vides qui sont inoccupés par le public, et c'est là qui sont fermés au public. Le chaînage de l'espace public fait sens. Enfin, moi, je l'ai lu comme ça. Sauf qu'on a l'impression qu'il ne reste pas. Maintenant, c'était un scénario. C'était. Non, mais l'étude est intéressante. Elle révèle plein de choses. Il y a des choses. L'île de la Cité aujourd'hui, effectivement, c'est catastrophique. Il faut faire quelque chose bien avant l'incendie. Mais enfin, il faut être naïf pour pas penser que tout ça, c'est pour en faire un immense mall commercial. Alors, c'est peut-être un parti pris qu'on peut prendre, se dire c'est terminé, Notre-Dame, de toute façon, n'appartient plus aux Parisiens. C'est pas sûr. Il faut en faire comme la galerie du Louvre. Mais c'est parce que c'est comme ça, Emmanuel, c'est parce que c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait la ville aujourd'hui sous Anne Hidalgo. Donc, non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, le Forum des Halles, etc. Et donc, c'est l'unique raison pour laquelle je pense qu'il a rendu ça possible. Et pas l'unique raison. Mais je pense que Perrault, il est pas dans un truc il est dans une sorte d'idée de post-consommation de luxe. Je pense qu'il veut pas faire un centre commercial. Je pense qu'il a une espèce d'idée du luxe qui pourrait être un petit peu partout, un petit peu diffus, un petit peu. Je suis pas vraiment sûre qu'il ait mais c'est pas pour. Là, je prends pas sa défense. Un centre commercial de luxe. Alors. Mais que peut-être toute l'île, effectivement. Non, mais je ne sais pas. Je suis pas sûre qu'il ait une idée précise là-dessus. En tout cas, il est prêt à faire quelque chose de public-privé, etc. Et que c'est comme ça que se fait Paris. Je pense pas qu'il ait de mauvaises intentions, a priori. Mais si tu veux faire quelque chose à Paris aujourd'hui, bon. Y a-t-il d'autres questions avant qu'on se quitte pour ce soir? Delphine? J'ai juste évoqué un film que j'avais trouvé assez inspirant sur la question de la réversibilité, de la flexibilité, qui était L'amour fou. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, où c'était un couple qui se sépare, qui veut changer de vie sans la défaire et qui du coup crée un sépartement. C'est-à-dire deux appartements séparés qui communiquent par la chambre des enfants. Et en fait, je trouvais que cette idée sur laquelle pas mal de promoteurs travaillent. Tu veux dire sur la séparation? Non, sur le fait alors là, pour le coup, il y a la question de est-ce qu'on reste en propriété ou en location, mais l'idée de dire en fait, à un moment de la vie, j'ai un studio, et puis il y a une période où je prends la pièce d'à côté et j'ai un 2 pièces, et puis j'ai mon père qui est malade et je prends la pièce d'à côté. Et un dispositif en fait évolutif où au sein de l'immeuble, on peut, au fur et à mesure de sa vie, continuer à évoluer. Et qui permet à la fois l'intergénérationnel, qui permet aussi l'aspect de pièces communautaires,
qui peut être apparenté à quelque chose de négatif, mais qui peut aussi être apparenté à ce qui se fait aux États-Unis et qui est très vertueux, des cuisines collectives, des pièces de linge collectives, ou encore dans les petits bouts de salle à manger collective. Enfin, je veux dire, et je trouve que c'est une réflexion assez intéressante. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que toutes ces innovations, elles se fondent sur des secteurs tendus à 10 000 balles du mètre carré, et que tous les archis, même les meilleurs, ils disent que quand ils retravaillent pour les mêmes archis, où les apparts se sont vendus à 12 000 € du mètre carré, quand ils travaillent en deuxième couronne, et ben en fait, ils ont beau être bons, ils disent on a un budget qui est tellement bas, qu'en fait, on a du mal à concevoir, en fait. Et pourtant, c'est les mêmes archis, mais le promoteur qui vend à 10 000 balles dans l'appareil de gauche et qui vend à 2005 en deuxième couronne, je veux dire, ça, c'est aussi un sujet compliqué. Mais le pire, c'est que je suis pas sûre que la qualité des logements, si ce n'est la localisation, que la qualité elle soit extrêmement meilleure dans un programme vendu à 12 000, 15 000 € du mètre carré, et dans un programme qui est juste de l'autre côté du périph' ou un peu plus loin et qui est vendu moitié ou tiers de prix. Voilà. Oui. Oui, parce que c'est le foncier qui va faire la différence. Pas que, mais on voit bien. Mais beaucoup. Oui, finalement, je suis le seul à une revue vraiment d'architecture pure ici, mais les logements que l'on publie, c'est quasiment que des logements de la commande publique. Enfin, je veux dire, c'est exceptionnel qu'il y ait des logements de la commande privée, quoi. Enfin, c'est comme ça depuis tout. Il y en a plus qu'avant, mais il y a 20 ans, dans les revues d'architecture, il n'y avait pas un seul logement du secteur privé. Il n'y avait pas un seul. Maintenant, il y en a un peu plus, mais voilà. Donc, il faut savoir que dans le secteur du business, de l'immobilier, ils s'en fichent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est le vendre. Une fois que c'est vendu, ils s'en fichent. Oui, mais bon, il y a encore, comme toujours, il y a toujours des exemples ou des contre-exemples. Le Ibos et Vitar pour Next City à Boulogne-Billancourt, c'est comme une des opérations les plus intéressantes où ils ont poussé l'exigence au maximum jusqu'à faire accepter aux clients un peu de revoir les choses, leur processus. C'est un peu nouveau qu'il y ait des opérations comme ça, mais là, notamment, c'est un immeuble de luxe qui donne sur la Seine. Voilà. Donc c'est pour un public vraiment très... Oui. un peu particulier, quoi. Mais il y a des choses qui arrivent. À Lyon, à Herzog et de Meuron, on fait une tour qu'on a primée l'année dernière, qui est des logements privés de très grande qualité. Il y en a de plus en plus. Il n'y en avait pas, maintenant il y en a. Mais ça reste malheureusement assez exceptionnel. Mais bon, c'est plutôt... ça existe aujourd'hui. Moi, je pense que le sentiment qu'on est beaucoup de la banane. C'est-à-dire qu'on voit là dans les pistes, on voit effectivement les entreprises vont lâcher du bureau peut-être sur le marché, peut-être dans les villes moyennes, en tout cas en France. Il y a des pistes comme ça, peut-être qu'effectivement on va travailler autrement à Odéum, et je ne sais pas, mais alors, tout à l'heure Philippe citait les lignes, moi je sais qu'entre Marx et Schumpeter, il faut anticiper et planifier, il faut faire en sorte en France qu'on puisse fluidifier la destruction créatrice. Que ça puisse se faire, qu'effectivement, si une entreprise libère du bureau, que ça puisse devenir facilement des logements et pas passer par 25 modifications du pays. Parce que c'est peut-être le marché qui a raison en ce moment, en tout cas la société et le marché associé. Mais la France, elle est bloquée parce que cette destruction créatrice est extrêmement difficile. Et sur les immeubles réversibles, un des gros problèmes des immeubles réversibles, c'est est-ce qu'on fait du bureau ou du logement? C'est pas le même permis, c'est pas la même fiscalité, c'est pas les mêmes taxes, enfin fiscalité et taxes, c'est pas les mêmes promoteurs. Donc quand on fait un immeuble à Bordeaux, ils ont essayé de faire ils sont en train d'essayer de le faire. Youssef Thomé, justement. Oui, non, mais même il y en a d'autres, et en fait, ils savent pas dès le début comment faire pour que à l'avenir ce soit transformable pour des questions de droit et d'assurance. Alors c'est peut-être ça le monde d'après, c'est peut-être ce qu'il faut faire évoluer, non le cadre. Le cadre. En fait, il fallait faire un débat sur l'assurance. Bon, on va s'arrêter là. Bon, déjà, je vais vous remercier. Et on se retrouvera la semaine prochaine, à la même heure, au même endroit.
justement sur les questions du climat et de la santé. Donc ça sera la suite du monde d'après. Voilà. Donc on verra bien s'il est mieux que le monde d'avant.